Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attaque. On a un programme chargé pour cette 1h30 que nous allons partager ensemble. Donc, je suis Brendan Latral, je suis cofondateur d'EasyWare. Et j'ai le plaisir d'animer ce matin les échanges de cette matinée sur un sujet qui est d'actualité pour de plus en plus d'entreprises. En tout cas, nous, on le constate au quotidien dans les échanges que l'on peut avoir avec nos prospects, partenaires et clients, qui est de comment construire une expérience client à 360 degrés en rapprochant relations clients et marketing. On aurait pu également parler de connaissances clients dans le titre. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on va revenir durant nos échanges. Je pense sincèrement qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de la question en 1h30, parce que la question elle est vaste, mais je suis convaincu que les éclairages de nos trois intervenants, que je vais laisser se présenter à vous d'ici quelques secondes, vont nous permettre déjà d'avancer et de dégrossir le sujet. Et vont nous aider à comprendre ce qui se joue dans la construction d'une relation client à 360 degrés, d'une expérience client à 360 degrés, et pourquoi il faut rapprocher le service client et le marketing. En préambule, s'il y a certains d'entre vous, alors je vois pas beaucoup de téléphones, mais si certains d'entre vous tweetent, vous pouvez utiliser le hashtag RDVEMS, et vous avez également le Wi-Fi ainsi que le mot de passe qui sont affichés sur la slide qui est présentée sous vos yeux. Donc ce matin, nous avons trois invités. Le premier, c'est David Yanès, qui représente l'un de nos fidèles clients, en l'occurrence Bonduel, et que je vais vous présenter, qui est également représentant de la marque, qui a le plaisir d'être partenaire sur cet événement. Ensuite, je demanderai à Benoît de présenter Experian. Et ensuite, Astier présentera rapidement EasyWare. Je vous rassure, l'idée, c'est que chacun de vous soit bref dans cette présentation. On n'est pas là pour faire de la retape, on est plutôt là pour créer de la valeur. Donc, je te laisse la parole, David, pour commencer. D'abord, merci. Le temps que ça se mette en route. Merci pour votre accueil. Donc effectivement, je suis David Yanès, je bosse pour le groupe Bonduel depuis un peu plus de 13 ans. J'ai à charge actuellement le suivi de l'image de l'entreprise, donc la partie corporate, avec un gros bagage relation client, d'où ma présence ici. Effectivement, je veille à la cohérence et à la qualité de l'expérience client dans l'ensemble du groupe. Et j'ai aussi la chance d'être membre et administrateur de la marque, qui est une très belle association, donc l'association pour le management de la réclamation client. Et si vous êtes effectivement expert de la relation client, je vous invite effectivement à vous rapprocher de cette belle association où effectivement les membres sont très généreux, on a énormément d'échanges et de bonnes pratiques. Merci David, et donc a priori le micro refonctionne et Benoît va pouvoir présenter Experian. Effectivement, vous m'entendez bien. Je suis Benoît Hannet, je suis directeur de l'avant-vente chez Experian Marketing Services. Notre mission chez Experian Marketing Services, c'est de vous accompagner et de remettre la donnée au centre des actions marketing, des expériences clients que vous proposez à vos clients. Et on le fait, je dirais, sous un tempo assez particulier, ou en tout cas une certaine logique, comme vous le voyez ici sous vos yeux. C'est-à-dire qu'on part de la donnée avec une problématique de gestion de la qualité de données, de la gouvernance de la donnée, pour ensuite aller vers la notion effectivement de connaissance client que Brandon a abordé très rapidement et je pense qu'on fera un petit focus dessus un peu plus tard, au travers de la donnée et de services analytiques. Enfin, l'exécution marketing, qui est effectivement un aboutissement potentiellement chez nous qui prend la forme cross-canal ou omnicanal au travers d'une plateforme. Et enfin, bien entendu, tout ça ne peut se faire sans service, expertise et accompagnement. Et comme nous sommes un acteur global, nous proposons aussi un support international. On interagit dans plus de 40 pays et nous proposons vision et avancées technologiques dans ce domaine. Pour parler de nous en France, nous sommes à peu près 200 pour donner et permettre de vous dimensionner, répartis sur 2 sites, un site à Lille et un site parisien. Et nous intervenons sur l'ensemble de cette chaîne de valeur de la donnée, donc jusqu'à l'exécution marketing. Astier. Merci, bonjour. Donc moi je suis Astier Verschure, je suis directeur produit associé chez EasyWare. Donc EasyWare est un éditeur de logiciels spécialisé dans la relation client. Nous avons de nombreuses marques comme clients tels que Bonduel, tels que Caudalie, donc qui utilisent notre solution en France comme à l'international pour traiter les demandes multicanales de leurs clients.
Notre vision, c'est que de plus en plus d'entreprises en fait, ont besoin d'une véritable plateforme de connaissances clients pour le traitement de ces demandes en multicanal. Et notre ambition, c'est de leur proposer ce qu'on appelle chez nous une plateforme d'enchantement client. Merci Astier. Avant peut-être qu'on débute ces échanges, comme je vous le disais, donc on a à peu près 1h30 qui s'offre à nous. En préparant ce petit déjeuner, moi je me suis demandé finalement, pour moi en tant que consommateur, ce qui faisait que j'allais vivre une expérience top, une expérience bof, ou au contraire une expérience carrément flop. Il y a une multitude de choses, on le voit au quotidien dans nos actes d'achat, que ce soit en ligne, que ce soit dans les magasins, il y a une multitude de choses qui peuvent impacter notre ressenti. Mais si je devais résumer, moi personnellement, ce qui m'impacte en tant que consommateur, je retiendrai 2 mots. Le premier mot, c'est la notion de cohérence. La notion de cohérence dans la mesure où aujourd'hui, toute incohérence est vécue par le consommateur comme finalement un manque d'organisation de la marque, un manque de connaissance de ses clients. Et ces incohérences, on peut les retrouver au niveau du discours, au niveau des prix, au niveau des messages qui sont passés aux consommateurs. Et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que finalement, le client, il n'attend plus d'être satisfait, parce que être satisfait, c'est normal aujourd'hui lorsque l'on est client. On attend avant tout d'être enchanté. Et l'un des sujets que l'on va voir ce matin, c'est comment justement on peut faire pour enchanter les clients. Et la deuxième chose, c'est la pertinence. La pertinence, parce que finalement, l'expérience ne sera top que si la marque qui s'adresse à moi me raconte des choses pertinentes, me raconte des choses qui tombent au bon moment pour moi, me raconte des choses qui m'apportent de la valeur. Alors vous en doutez bien, puisqu'on est là ensemble ce matin, être à la fois cohérent et pertinent pour une marque, c'est pas simple du tout, et ça l'est de moins en moins depuis quelques années avec l'avènement des différents canaux. C'est compliqué pour plein de raisons. Dans les entreprises, il y a le poids de l'histoire, très souvent. Il y a également le cloisonnement des services, la multiplication des canaux. Là, historiquement, on avait 1 ou 2 canaux. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. On a le chat communautaire, on a la relation client en magasin. Enfin, on côtoie finalement les canaux historiques avec les nouveaux canaux qui se sont créés. Et finalement, tout ça, tout ce qui fait que c'est compliqué pour nous en tant que marque d'être cohérent et pertinent vis-à-vis des consommateurs. Aujourd'hui, le client, il s'en moque. C'est-à-dire qu'on peut lui expliquer, et très souvent d'ailleurs, lorsqu'on se retrouve dans un acte d'achat, dans une expérience d'achat, on a des personnes qui vont nous dire « Ah bah oui, mais c'est pas de ma responsabilité. Ah bah oui, mais vous savez, nous dans l'entreprise, on n'est pas organisé de cette façon. » Et en général, le client, il dit une seule chose « Écoutez, moi je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est que vous m'enchantiez. » C'est donc ce ressenti qui prime sur toutes les bonnes ou mauvaises raisons qu'on va pouvoir lui donner. Et l'esprit humain fait qu'on va finalement plus facilement se souvenir d'une mauvaise expérience. On sera plus marqué dans le long terme, et donc il sera beaucoup plus difficile pour la marque de reconquérir le client que de parler d'une expérience top. Alors pour revenir donc au sujet qui nous concerne ce matin, d'un point de vue opérationnel, comment on fait pour construire cette expérience client à 360 degrés ? Sachant que notre enjeu à nous tous ce matin, cette expérience, on ne doit pas la construire dans 5 ans, on doit la construire maintenant, on doit s'y pencher dès maintenant, en tout cas on doit amorcer le changement dès maintenant. Et donc nous on vous propose de prendre le sujet par un bout, ou plutôt plus exactement par 2 bouts, en l'occurrence le marketing d'une part, et le service client d'autre part. Pourquoi ces 2 bouts-là ? Parce que finalement, ce sont ces 2 services, le marketing et le service client, qui interagissent le plus avec les consommateurs. Alors ils le font à des moments qui sont différents, ils le font avec des objectifs qui sont différents, avec des critères de performance qui sont différents, bien souvent également avec des outils qui sont différents. Mais c'est fondamentalement, le client auquel ils ont affaire, c'est fondamentalement, il va voir l'entreprise comme un tout. Et donc tout notre enjeu, c'est comment on fait pour que le marketing et le service client se rapprochent et est une approche finalement cohérente et pertinente vis-à-vis du consommateur final. David, est-ce que tu peux nous expliquer chez Bonduel comment Bonduel réfléchit en termes de rapprochement justement entre le marketing et le service client, d'autant plus que vous n'avez pas le lien direct avec le consommateur, donc vous avez un enjeu d'autant plus fort sur ce sujet. Alors,
avant de répondre à cette question, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, là, on est sur le côté back-office, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. On est bien d'accord qu'en termes de relations clients, les organisations, les services, les process doivent être invisibles pour vos clients, pour le consommateur. Tu l'as dit, le consommateur s'en fiche de savoir que vous n'êtes pas dans la même BU, que vous n'êtes pas dans la même filiale, que c'est pas le bon silo. Vous devez les enchanter. C'est à vous organiser en termes d'outils, en termes de canaux pour que le consommateur ait une expérience simple. On le sait, on le voit, vous regardez sur Facebook, Twitter, vous avez tapé le nom d'une marque, vous n'allez pas chercher est-ce que c'est le bon pays, est-ce que c'est la bonne techno, est-ce que c'est le bon service. Vous prenez le premier truc qui vous vient, tout simplement parce que c'est pratique pour vous. Vous souhaitez contacter une marque à un moment donné, dans un lieu donné, vous allez utiliser le canal qui vous semble le plus approprié. Donc effectivement, sur la partie organisation, on a la chance chez Mondial, la relation client, qui est un service dépendant du marketing. On a deux types d'organisation. La plus traditionnelle, et qui est d'ailleurs souvent la première qui est mise en place, le service client est rattaché au service qualité. C'est souvent une excroissance en premier temps de la qualité, tout simplement parce que l'entreprise le voit plutôt côté interne, en se disant que j'ai un intérêt fort qui est d'améliorer mes processus, d'améliorer mes produits, d'améliorer mon service. Donc là, on est vraiment sur un intérêt entreprise. Donc on a beaucoup de boîtes où effectivement ce sont des services techniques ou des services qualité qui ont une excroissance qui est en fait un service client. L'intérêt est pour l'entreprise, l'intérêt est pour la qualité produit. Par contre, au niveau de l'expérience client, on est limité parce qu'on n'est que sur un périmètre produit. Donc, quand vous avez un consommateur qui vous parle pas d'une réclamation, mais d'une information produit, vous avez moins d'éléments de langage. Et quand il va vous parler d'un événement, d'une opération promo, là, le correspondant de qualité est un foutu de vous apporter la moindre réponse. Donc effectivement, la combinaison qui pour moi qui donne le plus de sens, qui donne le plus d'avantages clients, c'est d'avoir la relation client qui est connectée avec l'équipe marketing. Tout simplement parce que le marketing n'est pas que du produit, ça peut être du service, ça peut être de l'information, c'est aussi de l'information sur l'entreprise parce les entreprises sont citoyennes, donc vous avez des gens, le mode de contact le plus simple pour contacter une boîte, c'est le numéro client. Donc chez Mondial, oui, nous on code beaucoup de verbatim, énormément. Donc effectivement, quand vous nous écrivez, quand vous nous parlez, on va transcrire l'ensemble des mots. Donc oui, c'est utilisé dans un usage immédiat sur la partie produit par les équipes qualité, qui au travers de vos verbatim vont comprendre quel est le problème que vous rencontrez. Il y a une différence entre un produit, un produit amer, un produit sûr et un produit piquant. Peut-être que pour vous c'est un peu la même chose, mais pour un qualiticien qui a le process en tête, c'est pas la même chose, c'est pas au même endroit, c'est peut-être plus en amont, plus en aval, c'est peut-être un problème de recette, un problème de cuisson, un problème d'ingrédients, un problème de fuite. Si les gens nous disent c'est piquant, nous piquant, c'est peut-être plutôt un problème de fuite. Alors que si vous dites que c'est plutôt amer, c'est peut-être un problème de cuisinage. Voilà. Donc effectivement, ces verbatim sont très très importants sur la partie qualité, et sur la partie market, c'est une mine d'or. Parce que c'est le meilleur moyen qu'on a pour connaître nos clients et surtout connaître leurs attentes. On a cette particularité, comme beaucoup de marques, c'est qu'on produit, mais on ne vend pas. Donc on n'a pas de prise directe avec nos propres clients. L'avantage effectivement d'un service client, c'est que quand le client prend la peine, je dis bien prend la peine de vous joindre, il vous donne une opportunité, effectivement, certes de transformer le pépin en pépite, mais surtout de mieux le connaître. Donc on utilise tous ces verbatim qu'on met dans une base. Et effectivement, les équipes marketing sont extrêmement friandes. D'ailleurs, à chaque fois qu'on leur présente des chiffres, donc on voit nos marketeurs un minimum 1 à 2 fois par an. La première chose qu'ils nous demandent, c'est les verbatim, les éléments de langage, les mots. Parce qu'effectivement, on comprend plus de choses, on sait ce que les gens veulent. Et la finalité de demain, c'est qu'à partir des verbatim que vous confiez aux marques, ou vous allez confier sur les réseaux sociaux, donc sur les blogs, forums ou sur un compte Twitter, demain les marques écouteront
la manière dont vous vous exprimez, ce que vous dites sur vos usages, ce que vous dites sur un produit, sur un service, et développeront ces produits en fonction de vos prises de parole. On va partir demain vers la co-construction. C'est terminé l'époque où les équipes market imaginent dans leur coin le bon produit, font plein d'études pour montrer que c'est vraiment le bon produit au bon moment et ensuite le lancent en croisant les doigts. On va faire dans l'autre sens, donc c'est ce que font déjà des boîtes IT type Google, où effectivement ils développent les nouveaux produits en fonction de ce que les gens évoquent. Alors effectivement, quand on parle relation client, on pense aux données traditionnelles, hein, donc nom, prénom, adresse, sexe, âge, etc., produits, mais c'est pas suffisant. Il ne faut pas se limiter aux données CRM, sinon en fait globalement vous avez un interlocuteur qui vous donne que des informations sur un produit, sur une adresse, vous ne connaissez pas l'individu. Il y a un exemple flagrant, c'est en télécom, quand vous avez un senior qui appelle. Il n'y a rien de plus compliqué que de gérer un senior en téléphonie mobile, parce que vous avez des profils très larges. Quand vous avez un jeune qui a 15 ans, l'usage du mobile, on est sûr que pour lui, il est maîtrisé. Quand vous avez un senior, pour avoir un senior qui ne maîtrise pas du tout, qui appelle et peut-être envoie quelques SMS, et vous avez l'autre senior qui a 85 ans et qui est un geek et qui pourrait effectivement nous donner plein de leçons. Sauf que les seniors sont extrêmement sensibles. Ils ont du temps, ils sont extrêmement sensibles. Si vous avez un IT et que vous dites « Bon monsieur, est-ce que votre téléphone est bien allumé ?» Savez-vous ce qu'est un SMS et que vous avez un geek, il va mal le prendre. Au même titre que si vous utilisez des langages très compliqués alors que vous avez un utilisateur de premier rang, il va dire mais je comprends rien à ce qu'il me dit. Donc c'est vraiment un exemple où effectivement il faut qu'on ait plus d'informations sur la personne que vous avez en face de vous. D'où l'intérêt du coup de l'enrichissement des données. Exactement, pareil, soit avec l'interne, soit avec l'externe. Ouais. Il y a plein d'autres cas. Hein. J'avais un autre cas, notamment quand vous allez dans une surface de bricolage. Vous vous appelez, donc les bricoleurs, vous avez deux types de bricoleurs. Vous avez des gens effectivement qui sont plutôt des artisans, hein, tellement ils maîtrisent. Et donc, quand vous contactez un service client chez Leroy Merlin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de connaître quel est votre niveau de maîtrise. On est sur une activité où la vente, c'est que de la vente conseil, quoi. Il y a quand même très peu de gens qui vont dans le premier rayon, disent « je sais exactement quelle clé il me faut pour tel usage ». Donc il faut effectivement adapter le questionnement pour effectivement savoir est-ce que la personne n'y arrive pas parce qu'elle a un niveau relativement faible ou elle n'y arrive pas parce qu'il y a une défaillance produit. Donc ça passe par un questionnement long. Au même titre que quand vous faites de la VAD. Quand une personne appelle disant je souhaite passer une commande, c'est quand même intéressant de savoir si la personne passe tout le temps commande par le téléphone ou le fait par le web. C'est-à-dire que si madame qui appelle ne fait que du call, allez pas lui dire non, mais vous savez que pour le suivi, vous pouvez vous connecter avec votre smartphone dans l'application Mes commandes et vous allez pouvoir suivre. Si elle n'a jamais passé aucune commande par le canal web, n'allez pas lui proposer cette alternative. Adaptez effectivement votre réponse. Donc effectivement, vous avez plusieurs types de données. Vous avez toutes les données internes qui viennent effectivement du CRM de la relation client, de votre CRM de commande, de votre programme de feed, et puis enrichissez. Parce qu'effectivement, il y a plein d'éléments que vous n'avez pas forcément, que vous pouvez effectivement trouver auprès de tiers. Benoît, justement, tu peux nous préciser en quoi consiste l'enrichissement des données ? Quel type de données il s'agit ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Puis à quoi elles servent concrètement, ces données ? Effectivement, l'enrichissement, comme vient de le souligner David, c'est un élément important qui permet effectivement de répondre à différents objectifs, de mieux connaître et de mieux servir son client potentiellement. C'est également la capacité de cibler les segments à potentiel. Si je dois donner 3 objectifs clés, effectivement, cibler les segments à potentiel, accélérer la mise en relation et la transformation, et puis également personnaliser la relation client et l'expérience client, avec un objectif bien entendu business et de rapprocher le consommateur de sa marque. L'enrichissement pour nous, ça prend la forme de la connaissance client. En préalable, on a souvent l'habitude de dire qu'il faut bien entendu travailler la qualité de données. 92% d'après une étude qu'on a fait l'année dernière, des entreprises estiment que la qualité des données
qu'ils ont en main n'est pas bonne. Et de l'autre côté, 95% des organisations pensent que l'exploitation des données qu'ils ont peut être génératrice de valeur pour l'entreprise. Donc l'enrichissement et la connaissance client sont bien des enjeux importants pour les organisations, comme a pu le souligner David. Comme on le voit ici sur ce slide, en face d'un client, derrière des données simples, CRM, quelles qu'elles soient, en tout cas juste sociodémographiques, en tout cas coordonnées de contact et un peu consommation, est-ce que ça vous permet à vous tous les jours de comprendre qui sont vos clients, de qui ils sont et surtout de ce qu'ils attendent de demain. Alors l'animation est passée assez vite, mais au travers de notre petite icône qui s'appelle Dana, on voit bien que derrière un prénom et un achat peut se profiler effectivement une personne qui aura des comportements, des attentes, un profil qui seront totalement différents et que vous pouvez appréhender différemment, que ça soit dans le contenu, dans le rythme, dans les offres, dans les canaux avec lesquels vous allez communiquer, comme le soulignait également David au travers de quelques exemples. La façon dont on le traite chez Experian, assez rapidement, je vous présente effectivement notre donnée mosaïque, qui est une segmentation sociodémographique comportementale sur 27 millions de ménages français. C'est une segmentation qui permet effectivement de venir enrichir des bases de données clients et ou prospects pour offrir une autre vue. Donc là, vous voyez effectivement la façon dont est organisée notre segmentation au travers de 13 groupes qui sont subdivisés en 56 types, qui vont permettre d'avoir et de donner au travers de 600 indicateurs un autre éclairage sur les clients que vous avez. Derrière David, derrière Benoît, il y a sans doute un cadre, un contexte, des comportements qui vont vous permettre de nous servir différemment parce qu'on sera plus digitaux, qu'on sera potentiellement en foyer, qu'on sera potentiellement propriétaire d'une habitation principale, que nous préférons tel ou tel média ou partir en vacances à tel ou tel endroit. Autant d'éléments qui vont vous permettre de vous offrir un éclairage et de vous donner une autre vue sur des données business que vous avez. Effectivement, vous avez des informations sur qu'est-ce qu'ils ont acheté, à quel moment, la fréquence. En tout cas, ce sont des données que vous pouvez exploiter. Est-ce qu'elles sont tout le temps, toujours bien exploité, on peut se poser aussi la question. Et on vous propose avec de la donnée tierce, c'est l'objet de l'enrichissement, d'apporter un autre révélateur pour avoir une autre couleur, une autre compréhension des individus que vous cherchez à servir. Deux exemples pour essayer de démontrer quelle valeur peut apporter un enrichissement, une autre grille de lecture de vos données business. Ici, encore une fois, au travers de nos types, peu importe, j'ai envie de dire, les noms, les catégories, les codes qu'ils peuvent avoir. Pour information, dans les élites parisiennes, tout en haut, il n'y a pas que des Parisiens. C'est notre façon à nous d'exprimer effectivement des gens qui sont plutôt CSP+, pour essayer de les définir. Ici, une grille de lecture, une fois qu'on a matché avec un client, on voit bien qu'en fonction de données business ou d'informations par rapport à leur valeur, le fait qu'ils soient actifs, qu'ils soient promophiles ou pas, on vient pouvoir donner du poids. Ce qui permet de mieux comprendre quels sont les cibles, les segments clés que je dois travailler, se poser la question si je dois développer telle ou telle activité, sortir un produit vers qui je vais communiquer, développer mon chiffre d'affaires sur mes clients VIP, comment je vais pouvoir effectivement et à qui je vais devoir m'adresser en priorité. L'avantage de Mosaïque, comme il y a une capacité de description, c'est d'autant plus facile, je dirais, de pouvoir en plus imaginer que sur ceux qui sont CSP+, je vais sans doute définir un contenu ou un message qui va mieux coller que sur des gens qui seront un peu plus bas en bas, plus ruraux, plus tradition, etc., en termes, encore une fois, d'offres ou de contenu. Une autre façon d'organiser et de démontrer, donc sous un effet consulting, là, on vient prendre, matcher des bases et offrir une photographie. Ici, avec un mapping sur deux valeurs, la capacité de transformation et la valeur générée par des clients, sur qui je vais me concentrer. Et c'est le type d'information qui peut d'ailleurs être monté à un service client pour savoir vers qui ou comment je vais concentrer mes efforts, vers qui ou comment je vais chercher à développer des business pour qu'ils passent du produit A vers le produit B en fonction du mapping et du potentiel qui peut être donné. Ces informations-là, une fois retranscrites et remontées à un service client, à du relationnel client, permettent bien entendu de venir développer, compléter cette courbe qu'on aime bien montrer chez Experian, où effectivement au départ on dépense de l'argent, à un moment donné on rentre en relation avec un client et on génère de la valeur, un jour ou l'autre il part, et on cherche tous, ou vous cherchez en tout cas à lutter contre le churn. L'idée c'est que vous faites l'acquisition de données tout au long de la vie, c'est à la limite peut-être le jour où vous avez le plus de données, le plus de verbatim que vous le perdez. On vous propose par de la donnée externe et des services analytiques de tout de suite savoir et de pouvoir cerner quelle est votre
votre client, quel est son potentiel, le servir, le rentrer tout de suite dans le programme, le Welcome Pack, qui sera le plus pertinent et le plus performant pour vous, jusqu'à enfin, bien entendu, au-delà du marketing push et uniquement acquisition, on parle bien de connaissance client et d'enrichissement client pour faire le développement d'une expérience client, du relationnel client, et tout au bout, redonner la main, ou en tout cas compléter des actions avec les services clients qui, eux aussi, sont générateurs de business et qui ont aussi besoin d'informations pour mieux cerner et servir les consommateurs que vous avez entre les mains. Tout ça, ça fait beaucoup de données, Astier. La notion d'information utile. Alors effectivement, d'un point de vue stratégique, l'enrichissement de données au niveau du CRM, c'est super important. Pour devenir une véritable plateforme de connaissances clients, en fait, votre CRM doit s'enrichir d'un maximum d'informations en provenance souvent de systèmes externes, de systèmes tiers. Je dirais que la plus grosse difficulté, ou les 3 plus grosses difficultés, ça va être quoi? Ça va être de savoir de quelle information réellement j'ai besoin dans mon CRM opérationnel, dans la plateforme de connaissances clients qui vous permettent de traiter les demandes de vos clients. Donc la première difficulté, c'est savoir trier. Quelle information dois-je avoir devant les yeux pour répondre à mon client? Le deuxième enjeu, ça va être justement où se trouve cette information, dans quel système d'information est-ce que je vais trouver cette information avec lequel je vais devoir m'interfacer. Et le troisième, ça va être de quel niveau de profondeur, le niveau de profondeur d'information. Alors on va le voir ici dans cet exemple à l'écran. On a de plus en plus de clients qui nous disent bah oui, j'ai une activité d'e-commerce, je fais des ventes, donc quand mon client m'appelle, ça m'intéresse d'avoir la vision sur ses commandes. Et donc ce type d'information, il suffit, et donc là c'est simple, on va se dire bah, effectivement je vais avoir une vision des commandes pour pouvoir savoir la valeur de ce client en termes marchands. Par contre, j'ai pas forcément besoin d'avoir l'ensemble des informations de la commande. Le fait d'avoir simplement un numéro de commande et puis un lien ensuite léger vers le back-office ou vers le front-office peut suffire. Donc ça, c'est important de savoir, ok, est-ce que j'ai besoin de regrouper toutes les informations ou simplement une information légère? Et ce filtre, souvent, nos clients ont un peu de difficulté à prendre le recul nécessaire et on essaie de les accompagner dans cette dimension-là. Là, on peut voir à l'écran les principales sources d'informations que l'on nous demande de mettre en œuvre dans les projets CRM de relations clients. Alors ça va être d'abord des référentiels adresses, ce qu'on disait, des données signalétiques en provenance de... on a Experian comme partenaire sur la partie justement référentiel postal par exemple. On va avoir également des données en provenance, j'en parlais tout à l'heure, du site web, site marchand, des interfaces avec des sites type Magento, PrestaShop et autres. Certains de nos clients ont des programmes de fidélité avec des outils bien spécifiques, et là également être capable dans la fiche client de remonter les informations sur le statut du client, sur le nombre de points. On va en reparler tout à l'heure, on vient d'en parler juste avant, des segmentations type mosaïque qui ont été présentées par Experian, et remonter un profil client. Et puis des données de l'ERP liées notamment dans du client B2B, à du contexte de commande par exemple. Donc voilà les principales sources. Celles que on voulait également vous présenter plus en détail aujourd'hui, c'est la source de gestion de campagne. Aujourd'hui EasyCRM est interfacé avec la solution CCMP d'Experian, et donc ça permet à nos clients, oui c'est ça, en cliquant sur la fiche client sur la notion de campagne, d'avoir le détail de l'ensemble des campagnes qui ont été adressées à un client. Donc quand on veut analyser, savoir ce que le client a reçu comme offre commerciale, comme offre promotionnelle par exemple, on a la possibilité de voir, et puis on a la possibilité de savoir également si il a ouvert, s'il a cliqué, donc son intérêt par rapport à ces offres-là. David, l'information utile dans le cadre des traitements des réclamations clients chez Bonduel, ça s'exploite. Enfin, comment elle est exploitée? Alors, il y a un piège, hein, et effectivement, on peut mettre tout et n'importe quoi dans un CRM. Il faut toujours se poser la question. C'est comme un peu quand vous allez au restaurant. Il vaut mieux choisir des bons ingrédients et en avoir peu pour faire un bon plat. C'est un peu la même chose. On a vu tout à l'heure la partie ERP. Nous, on l'utilise effectivement quand vous nous
contactez, on a à peu près 50% des mails qui sont de la réclamation, donc des clients qui portent à notre attention une insatisfaction. Et puis au global, 80% des sujets concernent la partie produit. Donc ça veut dire que quand même 80% des 50% à peu près, donc l'essentiel, concerne un défaut produit. Donc on a besoin, notamment pour le process qualité, et puis de garantir que le problème ne se reproduira pas, de tracer le produit. Alors il nous faut la date limite qui est sur l'emballage, il nous faut le numéro de l'eau, il nous faut le numéro de l'usine, il nous faut l'heure de fabrication surtout. Et donc on demande tout le temps plein de choses aux gens. Il faut tout saisir dans un format unique, sinon c'est impossible de faire un traitement statistique dessus. On a fait un connecteur avec notre ERP interne. Quand vous nous donnez un numéro de l'eau, on récupère toutes les informations de manière automatique. Alors moi spontanément je pensais que c'était pas une grande valeur ajoutée. Quand vous allez côté conseiller et côté qualité, ils sont ravis parce que c'est un gain de temps énorme et une fiabilité à toute épreuve. Néanmoins, cette information-là dans la relation client en tant que telle n'a pas réellement de sens. Par contre, savoir que le consommateur qui vous contacte est plutôt d'un profil promophile, pas forcément CSP+, c'est peut-être intéressant parce que vous pouvez adapter votre geste, votre offre spontanément quand vous contactez une marque, quand vous propose des bons de réduction. Bon, souvent parce que c'est le moyen le plus pratique de vous dédommager. C'est un peu compliqué en France d'envoyer de l'argent par la poste. Sauf que quand vous avez un consommateur qui est CSP++, qui entre guillemets a sacrifié un peu de son temps pour vous donner une petite info, il peut un peu regarder la proposition de bon comme une forme d'injure. Donc effectivement, tous ces process qui existent dans pas mal de boîtes où on va automatiser les gestes en disant si ce produit c'est ça, on rembourse 3 fois la valeur du produit. Il faut qu'on arrête. Il y a plein de gens qui ne veulent aucun geste commercial. Ils veulent juste une expérience client. Ils veulent juste qu'on l'écoute. Ils veulent juste qu'on passe du temps ensemble. Ils veulent juste qu'on valorise le temps. D'ailleurs chez nous, quand on vous envoie des bons, c'est pas pour vous dédommager, c'est pour vous remercier d'avoir pris la peine de nous contacter. Déjà, quand vous dédommagez quelqu'un, en termes de verbatim, vous vous intégrez dans une relation de négociation. Si vous dédommagez, c'est qu'il y a eu un défaut, et donc là on parle d'euros, alors que nous on valorise le temps passé. Donc effectivement, j'ai une petite histoire sur la segmentation mosaïque. J'ai une des équipes en France qui revient vers moi disant on a un problème avec un consommateur qui est très en colère, qui va faire un post sur les réseaux sociaux, voilà. Et je reprends le dossier. Et donc c'est un monsieur qui a été pris en charge par une qualiticienne. J'ai rien contre les qualiticiens, j'adore, mais c'est pas son métier et elle l'avoue. Et donc ce monsieur a mordu dans un petit caillou qui était planté dans un légume. Donc les légumes ça pousse dans les champs et parfois vous avez un caillou qui vient se planter dans le légume, on ne sait pas pourquoi. Et donc le monsieur mord dans ce légume et se fait mal à une dent. Donc il appelle avec un peu de mal et puis on lui demande de renvoyer le corps étranger, les termes techniques, le corps étranger. Et donc ce monsieur dit écoutez, j'ai autre chose à faire, enfin oui je vais vous l'envoyer. Et elle dit bon écoutez, si vous êtes blessé à une dent, est-ce que vous pouvez au moins aller voir un dentiste rapidement? Donc elle prend la peine de s'inquiéter pour la santé du conso. Et il dit oui. Et puis elle envoie l'enveloppe pour récupérer le corps étranger. Et puis pas de nouvelles. Le corps étranger, c'est la dent ou c'était un caillou? C'était un caillou. Et donc pas de nouvelles, donc elle rappelle pour récupérer son corps étranger, parce qu'elle en a besoin. Parce que quand on a le corps étranger, on le repasse sur les lignes pour voir pourquoi est-ce que la ligne ne l'a pas vu. Et puis le monsieur l'a dit et vous êtes allé voir aussi le dentiste? Ah non, j'ai autre chose à faire. Non, vous êtes cassé la dent. Oui, enfin je me suis fait mal. Et le corps étranger, je sais plus où je l'ai mis. Donc là, la qualiticienne qui n'arrive pas à récupérer son corps étranger, clôt et envoie un courrier recommandé à ce monsieur, lui indiquant noir sur blanc que sa demande n'est pas fondée. Donc imaginez la réaction de ce monsieur qui est vert de rage. Donc je rappelle ce monsieur et je lui dis mais vous avez raison, vous êtes même plutôt sympa, vous avez carrément raison. Et en fait, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai pris la peine de googliser ce monsieur. Ce monsieur était directeur d'une agence
immobilière, il avait autre chose à faire que effectivement envoyer des corps étrangers, et effectivement il avait un peu malmené la qualiticienne puisque ce monsieur a un profil commercial. Donc quand elle lui amenait un argument A, il lui amenait un argument B, et donc quand il lui parlait d'aller voir un dentiste, il disait oui, puis je me suis cassé ma dent. En fin de compte, il s'était juste fait mal à la dent, et donc il avait une douleur au niveau de la mâchoire sans réelle blessure, plutôt un inconfort. Donc elle, de sa porte, elle dit c'est un monsieur qui me ment parce qu'il me dit qu'il s'est cassé la dent alors qu'il s'est pas cassé, et en plus qu'il doit s'y mentir deux fois parce qu'il me parle d'un caillou qui ne m'envoie pas, donc ça n'existe pas. Voilà. Et donc, ne serait-ce que là, donc quand vous regardez le profil, j'ai dit mais c'est normal, ce monsieur, entre guillemets, pour lui, il a sacrifié du temps. Donc quand j'ai rappelé ce monsieur, je lui ai dit excusez-moi, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous avez quelques minutes, je sais que vous avez autre chose à faire, est-ce que vous avez quelques minutes? Et ce monsieur, il a juste compris que j'avais compris que son temps était précieux. Et limite, on n'a pas parlé des deux, quoi. On a parlé de ce qu'il a vécu, et le problème de BR et d'envoyer le corps étranger, pour lui, était autre. Et le corps étranger, pour la qualité, a été récupéré. L'autre point qui est intéressant sur l'enrichissement de données, c'est que quand vous avez des consommateurs qui sont très très promophiles, qui participent à toutes vos opérations promotionnelles, et qui ont tendance à être un peu serial complainer, voilà, vous avez des gens effectivement où la réclamation est un moyen de se créer du pouvoir d'achat. J'ai fait un test une fois avec un stagiaire qui a fait des réclamations à pleine marque pendant un mois. On a récupéré l'équivalent de 320 € de bons de réduction de valeur marchande. Donc là, je me suis dit, oui, je comprends que des gens soient dans la nécessité de peut-être faire la même chose. Sauf que, vu du côté de l'entreprise, l'impact n'est pas le même. Si vous nous appelez que vous déclarez avoir trouvé un corps étranger d'une nature particulière, il y a des mécanismes qui se mettent en route derrière, c'est-à-dire qu'on va parfois bloquer des lots de manière systématique en prévention. C'est-à-dire que certains corps étrangers nécessitent un traitement particulier, donc on va bloquer chez nous tous les produits tant qu'on n'a pas la confirmation de ce que c'est. Donc souvent les consommateurs nous appellent en disant non, j'ai pas bien vu, ça venait de chez moi, le nombre de maris qui bricolent la haute aspirante pendant que madame cuisine. On a une collection complète de vis de haute aspirante. Voilà. Mais quand la personne découvre ça dans son assiette, spontanément, elle fait plus le lien avec le légume ou la viande qu'avec effectivement la haute. Néanmoins, si vous me dites que vous avez trouvé un corps étranger, on peut bloquer B avant. Donc on a cette nécessité. D'ailleurs, quel corps étranger, ça voilà. profite de vous embêter après coup. Donc ça engendre des coûts pour l'entreprise. Et après, quand on a des produits où on n'a pas plus d'informations, on en fait quoi? On se dit, je les libère, est-ce que je les mets à la vente ou est-ce que je les détruis? Et là, si on les détruit, on a payé pour les produits et on repaye la même somme pour les détruire. Voilà. Donc on a cette nécessité, malheureusement, de pouvoir identifier les fraudeurs. Alors, on n'a pas de chiffres, on estime que c'est entre 3 et 6%. Donc effectivement, ne serait-ce que pouvoir géolocaliser les gens de manière assez fiable, d'avoir une fréquence moyenne, c'est-à-dire que dans une ville, dans les villes françaises, vous avez une fréquence de réclamation moyenne, c'est-à-dire que le même consommateur qui aurait la même chance, le même mois d'avoir un problème sur la marque Bonduel, un problème sur la marque Casgrain, un problème sur la marque Andros, statistiquement c'est pas possible. Donc parfois l'enrichissement de données permet de dépister des fraudeurs potentiels. Je dis bien potentiel, parce que moi j'ai déjà eu le cas d'une dame qui réclamait beaucoup, donc j'ai dû l'appeler en lui expliquant quels étaient les impacts de ses actes, et elle m'a juste expliqué que elle en avait ras-le-bol, elle a eu 3 problèmes sur l'année sur des boîtes agro. Elle dit donc j'ai décidé de me prendre une demi-journée et j'ai réclamé à tout le monde d'un coup. Sauf que quand vous regardez statistiquement parlant en termes de data, elle avait le profil de la fraudeuse. Donc effectivement, la data c'est bien, mais la data ne remplace pas 2 sens que sont le sens de la relation client et le bon sens, c'est-à-dire que c'est juste une aide. Voilà. Il faut garder le sens de la relation client et le bon sens. On est vraiment sur des outils de compréhension supplémentaires. Ouais. Benoît, là, tout ce qu'on est en train de se dire, finalement, ça plaide en faveur d'une connaissance client qui soit élargie, très élargie même, et l'idée plutôt d'avoir un référentiel client unique. Je sais que nous, globalement, lorsqu'on échange
avec nos clients en ce moment. Il y a pas mal de malentendus sur la notion de référentiel client unique. Oui. Tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Sur le fantasme du référentiel. Le fantasme de, oui, exactement, du client unique. Et effectivement, pourquoi je parle de fantasme? Un petit peu à l'instar de ce qu'on voit sous les yeux. Bien entendu, on imagine, on sait que vous souhaitez avoir une vue 360 unique, complète de vos clients, et que toutes les données disponibles doivent être à disposition dans une méga base de données, et que là peuvent venir se mélanger des données de différentes typologies, CRM, et derrière CRM c'est des données de contact, des données d'achat, des données de commande, potentiellement des données de stock. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on pense marketing, c'est aussi toutes les données d'interaction qu'il peut y avoir, qu'elles soient web, mobile, les données d'analyse ou de statistiques, qu'elles soient analytiques, qu'elles soient statistiques potentiellement, qu'elles viennent également de segmentation interne ou externe. Bref, tout l'ensemble des données disponibles à un seul endroit pour tout le monde, pour pouvoir permettre des opérations marketing ou concentrer et concerter ces actifs de relations clients et déployer des campagnes ou pouvoir permettre des échanges intelligents avec son client potentiellement. Je pense qu'effectivement c'est un fantasme, je reprends ce mot, parce que collecter toutes les données, ça s'avère très compliqué. Ça s'avère d'autant plus compliqué que derrière il peut y avoir différentes personnes qui doivent les exploiter, et là s'offre le défi d'avoir, je dirais, plutôt de toutes les données, de bien réfléchir sur les données qui vont vous être utiles, plutôt que de réfléchir, de collecter, d'avoir des flux et des interactions opérationnelles entre des systèmes métiers qui permettent effectivement un échange adéquat, opérant des données qui vont permettre de prendre des décisions et d'opérer encore une fois des campagnes ou du relationnel client. Toutes les données ne sont pas bonnes à traiter, toutes les données ont potentiellement bien entendu une valeur différente, et il faut être en capacité de faire le tri, de voir quelles sont vos priorités en fonction des objectifs business que vous êtes assignés à court et à moyen terme, parce que je pense qu'il faut imaginer bien entendu une solution sur au moins 2 temps, mais donc l'ensemble des données et pour nous, je dirais plutôt un ensemble, il faut plutôt le voir comme des échanges de flux entre des systèmes métiers opérationnels qui permettent de créer de la valeur et de permettre à vos équipes d'agir et de pouvoir opérer, comme on l'a vu sur l'exemple présenté par Astier, une fiche client dans un outil call center, un outil de campagne et de management d'exécution de marketing n'a pas besoin de toutes les informations disponibles dans une entreprise pour permettre sa bonne utilisation par les équipes. Alors, chez EasyWare, quand on parle de référentiel client unique, on a tendance, nous, plutôt à penser que c'est pas le référentiel qui est unique, mais c'est le client, en fait, qui doit être unique. Le plus important, c'est surtout 3 choses. 1, de reconnaître le client, c'est-à-dire à partir du moment où il va vous adresser une demande, quel que soit le canal, c'est d'être capable de savoir qui il est, donc de le rattacher à un historique. Donc la première partie que l'on peut voir ici dans une fiche de traitement client qui est en haut à gauche, ça va être tous les éléments signalétiques le concernant, parce que s'il vous appelle par téléphone, si vous avez la totalité de ces coordonnées, vous allez pouvoir l'identifier, voire même l'identifier automatiquement avec des systèmes de SVI. Si c'est un contact par mail ou par plusieurs mails, être capable de collecter toutes les informations qui vont permettre de l'identifier, de le rattacher à un historique. Les réseaux sociaux, tout à l'heure j'en ai pas parlé, peut-être dans les données externes, on parlait de googlisation, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir avoir un mapping éventuellement aux besoins de qui est la personne, et donc de le rattacher éventuellement à un ID Facebook, Twitter. Donc premièrement, le client unique, ça passe par le reconnaître, des éléments signalétiques. Deuxièmement, ça va passer par avoir une vision synthétique de qui il est. Donc c'est ce que nous on a illustré en bas à gauche avec un petit cartouche dans lequel on va et là, quand on parle d'enchantement client, là c'est avec David qui est là, qui nous aide régulièrement dans des séances de travail à faire évoluer le produit. Il nous dit je voudrais avoir une photographie de qui est mon client, et donc grâce à ces inputs on a bâti ce cartouche
cartouche qui nous permet de savoir, en termes, rapidement, le conseiller, quand il a le client, par exemple son statut fidélité, savoir si c'est un client qui est socialement très actif, si régulièrement il fait des posts, s'il a une activité sociale vis-à-vis de nous, et donc s'il est influenceur. Et donc ça peut aussi permettre de traiter différemment ces demandes en fonction de ce profil et cette capacité qu'il a éventuellement à propager sur le net des informations plus ou moins bonnes sur l'entreprise. Et puis ensuite, est-ce que c'est un client réclamant ou pas? Là, on voit dans l'exemple un client qui a 48 demandes qu'il a déjà formulées. Donc là, on parlait de client promophile, là, ça serait client réclamant, mais on peut enrichir cette vision, ce petit cartouche d'informations type promophile par exemple, pour que rapidement, quand il nous contacte, une fois qu'on sait qui il est, on va pouvoir l'identifier. On reviendra après également sur le dernier petit cartouche rouge qui permettrait éventuellement d'avoir une vision plus fine de son profil. Alors, je vais demander juste de revenir 2 secondes avant de passer là-dessus. Et puis après, le troisième axe, c'est d'être capable de comprendre, quand on veut un client unique, c'est d'être capable de comprendre sa demande dans un contexte. Là en l'occurrence, ça va sous forme, peu importe de la forme, là d'une timeline. Donc il m'a déjà contacté, c'était pourquoi rapidement pouvoir le contextualiser. Et donc je sais qui il est, et je sais pourquoi est-ce qu'il me contacte. Ce qu'on a déjà échangé ensemble. Et donc ça me permet d'avoir une relation derrière qui soit effectivement une relation très qualitative. Et pour nous, je dirais que la notion de client unique, c'est plutôt ça. Alors, vas-y, si tu peux passer. Donc là, si on souhaite pouvoir donc aller plus loin dans la connaissance client, c'est-à-dire que la personne nous demande des informations et on souhaite en savoir plus parce qu'on se pose des questions, comme David l'évoquait, sur sa problématique d'agent immobilier ou directeur d'agence immobilière, on a possibilité à partir de la demande de faire un zoom sur un profil, là le profil type mosaïque, et de comprendre d'autres informations de façon plus détaillée. Je pense que pour compléter peut-être les points que vous soulignez, on parle beaucoup ce matin de marketing et relations clients, et finalement en écoutant nos échanges, je dis qu'on oublie en particulier pour les retailers, enfin les distributeurs, toutes les problématiques en point de vente également. C'est-à-dire que finalement l'enjeu, il est bien on est convaincus chez Easyware que l'affaire de la relation client est l'affaire de tous dans l'entreprise. C'est-à-dire que là où historiquement le service client était dans un coin, on lui demandait de ne pas faire trop de bruit, de ne pas dépenser trop d'argent et d'essayer de faire en sorte que finalement les clients insatisfaits restent dans un coin. Aujourd'hui, nous, on travaille vraiment dans cette logique d'accompagner nos clients sur une démarche qui va faire que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, voire même pas que l'entreprise, mais également les partenaires de l'entreprise, pourquoi pas des transporteurs, des logisticiens, des fournisseurs, puissent être au service de la satisfaction client. D'où l'enjeu finalement, pour une personne, et y compris lorsqu'on est sur un point de vente, d'être capable de savoir qui il a face à lui, quel est son historique par rapport à la marque, est-ce qu'il est plutôt fan de la marque, est-ce qu'il est plutôt détracteur, etc., etc. David, tu es en phase avec la vision là, qui vient d'être présentée par Benoît et Astier, et peut-être, est-ce que cette vision, elle est en phase également avec celle de la marque? Oui et non, c'est-à-dire que ce qu'on constate au niveau de la marque, c'est qu'effectivement, il existe énormément de rencontres, de salons, on va parler de big data, de données, de scores, d'algorithmes, de prédictifs, et tout le monde se dit mon Dieu, mais je suis loin de là, quoi. Donc oui, il y a des secteurs où on y est, mais rassurons-nous, c'est pas la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises encore où les gens découvrent un petit peu ce qu'est le digital, découvrent ce qu'est la data, et ne serait-ce que la première étape, c'est juste de comprendre que la data de la relation client n'est pas fait pour faire du marketing pur. C'est-à-dire que quand vous faites un rapprochement de données, inévitablement, avant d'avoir un rapprochement de data, il y a un rapprochement organisationnel. J'imagine pas 2 sociétés connectées de sources sans que les gens communiquent. Donc souvent, vous allez avoir un premier impact qui est une organisation qui se rapproche. Et après, il y a des règles du jeu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire des données conso dans la boîte, les marketeurs me disaient « Tu peux me filer ta base, je vais envoyer un mail publicitaire. » Voilà. Et ils n'ont juste pas compris que l'affinité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que
quand vous stockez de la data, il faut bien définir quelles sont les règles et ce qu'on va en faire. Voilà. Donc non, consommateur qui contacte un service conso parce qu'il s'est plaint d'un produit, il n'a pas envie d'avoir un beau mail derrière qui lui dit on a le super plus beau produit du monde, je vous le présente quoi. Surtout pas, pitié, voilà. Donc oui, un consommateur qui questionne sur un produit, qui s'interroge, on peut le confier au market, mais il y a des règles du jeu, voilà. Donc il faut vraiment qu'on définisse pour chaque donnée l'usage qu'on va en faire, parce que les consommateurs se font prendre leurs données et on veut juste qu'on les utilise de manière intelligente. Donc il faut gérer le niveau de pression, même déjà les markets entre les programmes de feed d'un, le programme de feed de l'autre, parfois ils n'arrivent pas à s'accorder. La data, c'est un peu comme une symphonie, hein. Il faut qu'il y ait une partition commune et un chef d'orchestre. Vraiment, sinon on va tuer la data. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens vont dire, moi je vous donne plus rien, je vous donne pas les bonnes infos. C'est-à-dire pour toi, il faut un maître de la data dans chaque entreprise. Il faut qu'il y ait des règles du jeu. Souvent, le maître de la data, c'est un règlement intérieur. Et c'est ce que tente de faire la CNIL. La CNIL sort plein de textes, simplement, effectivement, parce que les entreprises, pour obliger les entreprises à définir des règles, mais en fait, c'est une prise de conscience, quoi. Les entreprises, si elles se posaient, si elles réfléchissaient, elles n'auraient pas besoin de l'aide de la CNIL. Bon, la CNIL a plein de bonnes idées. Et ce qui est donc au niveau de la marque, nous, ce qu'on constate, c'est que quand on n'a pas une prise directe avec le business, l'interconnexion entre le marketing et la relation client n'est pas forcément faite. Par contre, si vous êtes un e-commerçant et que quelqu'un appelle parce qu'il y a un problème technique, de manière immédiate, ça va être pris en charge par l'équipe technique, par la partie market, parce que c'est un impact business. Si quelqu'un se plaint sur un produit en ligne, parce que la livraison, parce que le produit affiché n'est pas le produit reçu, le process est immédiat. C'est-à-dire que comme il y a un lien très court avec le business, c'est souvent ces boîtes-là qui ont effectivement déjà une enrichissement de données forte. Donc l'e-commerce, la vente en ligne, VAD, souvent ils y sont déjà. Vous avez d'autres secteurs où là on est plutôt à la fois sur la gestion du risque et sur la gestion commerciale, c'est la banque assurance. Là dans le prédictif, donc ils ont de la chance d'avoir beaucoup de data. Ils ont identifié que le meilleur moment pour vous vendre un nouveau contrat, c'est quand vous avez un sinistre. Parce que quand vous avez un sinistre, vous vous rendez compte de votre besoin, alors que quand vous vous assurez, souvent on assure nos véhicules, nos maisons, et on ne s'assure pas soi. Il y a plein de gens qui savent qu'ils ne sont pas assurés, enfin personne ne le sait. Alors que quand vous avez un sinistre, vous prenez conscience de votre besoin et vous êtes plus ouvert. Alors même si à côté de ça, vous êtes assez souvent mécontent de la prise en charge par l'assureur, parce que vous n'avez pas souscrit au bon produit, et non pas parce que les assureurs ne sont pas réglo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a un autre point qui nous interpelle au niveau de la marque, c'est que collecter les données, c'est juste de la technique, c'est possible, on peut empiler toutes les datas, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et en fait, la CNIL est assez regardante sur un point qui n'est pas la collecte, c'est l'usage qu'on en fait. Par exemple, vous prenez un influenceur, donc qui est un petit peu mon job. Il existe aujourd'hui pas de solution, sauf erreur de ma part, qui vous donne une vision 360 d'un journaliste avec son compte Twitter, sa page Facebook, le site du média pour lequel il bosse, son mail. La CNIL est assez frileuse pour qu'on fasse des fiches 360 des individus. Alors qu'un journaliste, de manière publique, il publie sur son compte Twitter, sur sa page Facebook, sur son blog, sur le site de l'agence pour laquelle il bosse. Mais on n'a pas le droit parce que la CNIL est regardante sur l'usage. C'est pas le fait de collecter, c'est l'usage. C'est-à-dire que quand vous commencez à collecter certaines données, et c'est d'ailleurs un des biais, c'est que vous allez avoir un traitement discriminatoire. Et c'est un petit peu ce que nous, le point sur lequel on bloque. On a un rêve, effectivement. On a deux indicateurs, enfin un qui existe déjà, on a un indicateur de criticité. Donc en fonction du motif de votre demande, en fonction du fait que vous avez sollicité un tiers, en fonction de votre profil et du risque sanitaire réel, on calcule un niveau de criticité, donc un niveau d'urgence. Donc qui est plutôt un niveau de criticité
alimentaire. Néanmoins, il y a des choses qui nous manquent et c'est notre rêve. Donc là, je me retourne vers les équipes Experian et Easy. C'est que globalement, vous pouvez réclamer pour un motif standard qui devient grave dans la relation parce que, par exemple, on a oublié de vous rappeler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sujet peu grave qui traîne dans le temps peut devenir aussi critique point de vue conso qu'un sujet hyper grave sur le côté qualité pris en charge de manière immédiate. Donc on a ce vœu pieux demain, ce rêve d'avoir un indicateur qui prend en charge effectivement des données socio-démo, mais aussi tout ce qu'on a dans l'outil. Est-ce que c'est un consommateur fidèle? Est-ce qu'il fait partie du programme de feed? Est-ce qu'il a déjà réclamé? Si oui, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper fidèle à la marque ou extrêmement précis. Quand vous avez un profil qualiticien qui s'empare de vos produits, ils ont une capacité à trouver tous les petits problèmes, quoi, donc à vous solliciter souvent. Et puis le temps qui s'écoule, c'est un de nos indicateurs. C'est un truc qu'on suit vraiment beaucoup, c'est le temps qui s'est écoulé. Alors il y a 2 temps qu'on suit. Le temps entre le moment où vous avez posté votre demande et le temps où on prend en charge. Donc effectivement, quand vous envoyez un courrier, vous n'êtes pas à 3 jours près. Quand vous faites un tweet, vous vous attendez à ce qu'il y ait une prise en charge immédiate. Donc il y a des règles du jeu suivant les canaux. Donc on va suivre effectivement ce temps de prise en charge, au même titre que si vous appelez disant que votre enfant a failli s'étouffer, je sais pas, avec une queue de haricots verts, par exemple, qui était tombée dans la boîte, même si c'est par téléphone, enfin, même si c'est de la nuit, il y a peut-être nécessité de rappeler rapidement cette maman. Donc le temps qui s'écoule, et le deuxième temps, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le dernier contact. Quand on a des gens qui nous renvoient des corps étrangers, on mène des investigations. Et souvent, on a quelques consos qui souhaiteraient savoir, c'est-à-dire qu'ils font l'effort de nous l'envoyer, et souvent ils sont très intéressés pour connaître quelle est la nature. Donc on s'engage à revenir vers eux. Avant que je prenne en main le service client, on avait beaucoup de cas qui dégénéraient, parce que les consommateurs nous rappelaient, énervés, ils hurlaient, parce qu'ils pensaient qu'on avait joué la technique du « je vais laisser pourrir la situation, je ne reviens pas vers le client ». Donc ils disaient « vous vous rendez compte, on m'a dit qu'on revenait vers moi dans les plus brefs délais ». Sauf que pour vous, le plus bref délai, c'est 1 semaine, pour vous, le plus bref délai, c'est demain, et pour vous, le plus bref délai, on n'est pas à 4 mois près. Et donc cette notion de « je reviens vers vous rapidement », n'était pas comprise de la même manière par les consos. Donc on a décidé effectivement de suivre le temps. Donc on a identifié que le temps duquel le consommateur se sentait abandonné, c'était 2 semaines. Donc quand vous nous confiez un corps étranger, on s'engage à mener des investigations. On vous annonce un délai relativement long, donc qui est de 3 à 4 semaines, parce qu'effectivement ça peut être très long entre le moment où on le reçoit. On ne maîtrise pas les délais de la poste. C'est comme pour la vente à domicile. Quand on vous dit que le produit n'est pas dispo, mais qu'on vous livre dans 6 jours, vous pouvez attendre 6 jours. Et vous n'attendrez pas 7 jours. Vraiment. C'est la même chose. Donc on dit aux consommateurs qu'on revient sous 3 à 4 jours, mais tous les 14 jours, voire 7 jours si on est vraiment sur un cas grave, on a un contact avec vous. On vous dit... Brendan, on vous confirme, on a bien reçu le corps étranger, enfin l'élément que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre. Les investigations sont toujours en cours, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore revenu vers vous, et dès que j'ai les éléments, je me permettrai de prendre la peine de vous contacter. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les VMS, donc qui est la technique qui consiste à déposer un message vocal sur votre boîte. Alors plutôt que de vous embêter, parce qu'effectivement quand on doit recontacter les gens, c'est les problèmes qu'ont la téléphonie mobile et les FAI, c'est que il faut joindre les gens, quoi. Donc on a aussi cette problématique, quand on rejoint les gens, ils sont parfois pas dispo. Et l'autre phénomène, c'est que quand on joint certains profils de consommateurs, on reprend une couche, c'est-à-dire qu'il dit « Oh, tant que je vous ai, justement je voulais vous demander aussi ». Et là, donc l'intérêt du VMS, c'est qu'on peut déposer un message vocal sur votre téléphone sans que celui-ci sonne, donc on ne vous dérange pas. Et nous, ça nous évite effectivement, sur certains profils, de reprendre une cuillère. Voilà, donc c'est à la fois pratique pour le consommateur et à la fois pratique dans certains types de relations. Certains. Attention, c'est une des techniques. Il y a des gens, il faut absolument les joindre, donc s'il faut les appeler à 8h le soir, on le fait.
VMS, juste, ça veut dire quoi, VMS, David? Je sais pas, vote, vocal. Voilà. Benoît, tu peux revenir sur le sujet, enfin sur la position de la CNIL justement par rapport aux données. Est-ce que fait Experian en tant que fournisseur de données et de solutions? Avec plaisir. Juste avant, en tout cas, je vais prendre un écho de 2-3 éléments qu'a cité David. Effectivement, sur le mot Big Data qui a fait le buzz, qui continue à faire le buzz, maintenant, si ça fait 2 ans, voire 3 ans qu'on peut en parler, je refais écho sur le fait que derrière ça, il faut retomber dans des éléments de réalité. En général, quand on définit la Big Data, on peut la définir avec au moins 5V, vitesse, vélocité, variété, variabilité. J'aime bien le dernier, en tout cas dans la définition que j'ai, celui de la valeur. Effectivement, je pense que les entreprises doivent se poser la question de quelle data je dois exploiter pour tirer de la valeur, quelle est la valeur de la data et comment travailler autour. Après, on sait effectivement qu'autour de la donnée, potentiellement, il y a, je dirais aussi, nous, en tant qu'individus, consommateurs, citoyens, il y a plein d'interrogations qu'il peut y avoir. On a un moment où on se dit qu'il n'y a jamais eu autant de données disponibles, je ne sais plus combien de millions de disquettes on pourrait mettre de la Terre jusqu'à la Lune, et combien de fois on pourrait faire l'aller-retour en disant que on a généré plus de data que sur les 15 siècles passés. Donc effectivement, on sait qu'il y a de plus en plus de données. Et en même temps, par un effet Facebook ou autre, on voit que l'individu partage et échange de plus en plus de données, potentiellement personnelles, et c'est un élément sur lequel la CNIL souhaite porter un regard particulier. Et en même temps, on sait que les entreprises collectent ou souhaitent exploiter de plus en plus de données aussi pour mieux servir, appréhender et proposer de nouveaux services. On s'imagine très bien que Facebook demain, de par les données qu'ils ont, peuvent ou pourront ou veulent d'ailleurs proposer d'autres services, d'autres solutions que simplement un réseau social. On voit aux États-Unis qui Google, de par les données qu'ils ont, développe des nouveaux services d'ordre bancaire ou d'assurance. On peut imaginer demain qu'avec des outils connectés, des entreprises, effectivement des assureurs, pourront nous proposer des services, voire des tarifs qui seront plus adaptés, parce qu'avec une montre connectée, si je le décide, je peux communiquer des informations qui sont liées à ma santé, à mon assureur, et en fonction de mon activité sportive ou pas, pourront me proposer effectivement un service, une assurance qui sera mieux adaptée à ce que je fais. Et on peut l'imaginer dans tous les domaines, de l'assurance de la voiture avec un GPS ou des outils par notre smartphone qui est capable de détecter notre façon de conduire et d'adapter le tarif de l'assurance que l'on aura aussi. Donc la CNIL se penche, et je leur souhaite, comme toutes les personnes qui souhaitent légiférer dans le domaine, bien entendu, du courage, parce qu'il est très difficile de pouvoir en même temps concilier une protection d'une personne. Nous, chez Experian, en tout cas, on ne travaille pas sur des données PII, donc on n'a pas de données personnelles sur les gens. Et en même temps, concilier, bien entendu, une industrie, parce qu'on pense surtout au digital, mais l'industrie en général, parce que même ceux qui n'ont pas une première vocation digitale, c'est un canal de communication, c'est un canal d'échange, pouvoir légiférer et statuer sur ce qui peut être fait ou pas fait. Et je pense que je reprends l'écho de David. Le point de David, c'est que je pense qu'il est très important qu'en interne, chaque entreprise, en tout cas, puisse se donner ses propres règles, bien entendu en minimum en s'appuyant sur les législations qui sont en cours, mais en imaginant demain aussi ce qui pourrait être pertinent ou pas vis-à-vis de la relation client. Et encore une fois, toutes les données ne sont pas forcément bonnes à exploiter. Bien entendu, faire très attention sur les données qui sont définies comme étant personnelles. Après, il y a des données publiques, des données business qui sont exploitées. Les mettre en œuvre tout ensemble, ça peut être parfois compliqué, et parfois revenir aussi à la notion de bon sens. Est-ce que ça a un sens business, relationnel, expérience client? Il faut aussi pouvoir se poser ces questions, je pense, et c'est très important. Au-delà de la législation, je pense qu'il y a un point important et qui nous engage tous, c'est qu'aujourd'hui, on est tous prêts globalement en tant que consommateurs à délivrer de l'information nous concernant. Je veux dire, il suffit d'aller sur Facebook ou sur Twitter, mais je pense que Facebook est sûrement ou sur WeChat pour la Chine. Globalement, aujourd'hui, on se livre tous beaucoup. Alors, dans la salle, je suis convaincu qu'on a tous un degré d'intimité différent, on va dire, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'est pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux dans la salle? Donc, a priori, personne n'est...
a pas une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc on est tous prêts finalement aujourd'hui à délivrer de l'information que les marques vont pouvoir exploiter. On est tous prêts à délivrer cette information, je pense, à partir du moment où les marques, d'une part, en font bon usage, et surtout, où les marques s'en servent pour nous connaître et surtout pour nous reconnaître. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, aujourd'hui, on n'attend plus simplement d'être connu, mais surtout d'être reconnu. J'étais la semaine dernière, je rencontrais la directrice marketing d'une marque de cosmétiques bien connue. J'aime pas dire ça, mais là, vraiment, je peux pas citer le nom de la marque. Et qui me disait, finalement, aujourd'hui, nos consommatrices sont très fidèles. Elles nous donnent beaucoup d'informations, mais ce qu'elles nous reprochent, c'est que on est censé les connaître. Enfin, elles nous donnent de l'information les concernant depuis une vingtaine d'années, et pourtant, on les connaît pas, on les reconnaît pas. On est à peu près à l'an zéro de la connaissance client. Alors c'est très drôle parce que aujourd'hui, lorsque j'échange là aussi avec nos différents interlocuteurs au quotidien, je sens chacune des marques qui est frustrée en disant nous, on est vraiment à l'an zéro sur le sujet connaissance client. Finalement, si j'ai un constat, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous à peu près à l'an zéro en termes de connaissance client. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous à l'aise sur ce sujet-là. En revanche, il faut aussi qu'on se dise comment on travaille sur cette connaissance client, comment on améliore cette connaissance client pour faire en sorte que les consommateurs soient enchantés et non plus simplement satisfaits. D'autant plus que dans la salle on n'a pas de jeunes ou de très jeunes, je dirais, mais je sais que lorsque j'échange avec des cousins ou cousines et que je vois aujourd'hui leur mode de consommation, je pense qu'on a une révolution qui arrive sur les attentes consommateurs. Alors c'est vrai que c'est des sujets dont on parle souvent et puis on se dit toujours mais non, finalement ça sera pas si différent que ça et tout. Je pense que concrètement on a beaucoup aujourd'hui d'industries, beaucoup de pans d'économie qui sont en train de vivre des mutations profondes avec des marques historiques qui sont challengées et qui peuvent potentiellement disparaître du jour au lendemain. Et tout ça, je pense, doit être une de nos préoccupations. David, j'aimerais simplement revenir donc sur les processus d'interaction qui finalement vont constituer cette fameuse expérience client. On comprend bien le rôle de la connaissance client en tant que telle. Vous, donc, chez Bonduelle, vous avez, comme je le disais en introduction, vous avez cette particularité, je ne sais pas si c'en est une, parce que finalement ça concerne beaucoup de marques, mais vous êtes vendu au travers de distributeurs, donc vous ne maîtrisez pas finalement le lien direct avec le client final. Comment vous faites aujourd'hui pour récupérer cette connaissance fine lorsque, vu que vous passez avec des distributeurs? C'est vrai que ce qui est compliqué pour les fabricants de produits qui ne distribuent pas, c'est qu'on a du mal à faire le lien entre les actions qu'on va mettre en œuvre à la fois dans le marketing et dans la relation client et l'impact sur le business. Voilà. Il y a des solutions qui commencent à exister, il y a des sociétés qui peuvent vous vendre, enfin qui ont des accords avec certaines anciennes qui peuvent vous vendre ce qu'on appelle des sorties caisses. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant, si vous leur dites, j'ai Brendan qui fait partie de mon programme de feed, il a été exposé à telle campagne, et j'ai Astier qui a réclamé, et on lui a proposé ça en termes de gestes. On est capable maintenant, alors si vous êtes porteur d'une carte magasin, de voir s'il y a un impact sur votre panier moyen. Donc toutes les anciennes ne font pas. Évidemment, elles commercialisent ces données-là, mais ce sont des données. Donc effectivement, c'est l'enrichissement de données qui a de la valeur, mais qui sont aujourd'hui encore très 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 chères. Donc effectivement, si vous travaillez pour une société, que vous avez cette chance de les vendre vous-même, je vous assure que vous êtes vraiment extrêmement bien placé pour faire de belles choses. Donc effectivement, il faut qu'on contourne, on ne peut pas acheter toutes les données qu'on veut. Donc effectivement, la connaissance client, elle va passer par du déclaratif, par de l'écoute. Donc c'est effectivement bien les écouter quand les gens nous contactent, bien retranscrire ce qu'ils nous disent. C'est faire des corrélations effectivement entre les actions mises en œuvre et la satisfaction. Donc effectivement, quand vous contactez un service client, vous pouvez être sollicité pour donner votre avis. Et on peut, quand on fait de l'enrichissement de données, aller recroiser avec nos différents profils. Et c'est là où on se rend compte, c'est ce qui est bien dans la partie enrichissement de données, c'est que on peut partir petit à petit. Donc vous pouvez avoir une base où vous avez traité plein de consommateurs en appliquant un process 1, un process 2, une règle de dédommagement A, une règle B. Et après, vous allez reprendre ces mêmes consos, vous allez enrichir. Donc vous allez dire, en fait, je sers tous les consommateurs qui ont été contents, mais je vois qu'en fait, globalement, tous les gens qui ont été contents de la procédure A, c'est plutôt les
profil 8. Voilà. Et vous faites pareil pour tout. Et là, vous arrivez à définir des pseudo-règles de bonne pratique en fonction du profil des gens. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des bases énormes, on peut le faire petit à petit. Donc ça vous permet de limiter les coûts et puis d'aller pas par pas, de bien identifier les variables qui ont du lien, parce que le big data c'est bien, mais souvent les gens disent le problème c'est la corrélation. J'ai plein de données, mais il n'y a pas de corrélation entre elles, il n'y a pas de lien, quoi. Donc accepter en avoir peu avec une corrélation forte que d'avoir plein de données qui ne servent à rien. Donc effectivement, c'est prendre soin du conso, c'est effectivement les amener dans nos espaces à nous, hein, donc les proches de feed. L'engager, tu peux dire que c'est... L'engager, alors il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement quand le consommateur te sollicite, donc effectivement on a tous nos espaces à nous, donc effectivement qui sont pour moi qu'une partie visible. C'est un peu l'iceberg, c'est-à-dire que vous avez vos canaux officiels, le téléphone, le mail, vos comptes Twitter, vos pages Facebook et vos formulaires web. Pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, il y a toute cette partie qu'on ne voit pas, que sont les social media, c'est-à-dire plein de consommateurs réclament, parlent de vous et ne vous le disent pas. Donc pour moi, le canal de demain, qui sera un canal énorme, c'est vraiment le social media. Donc oui, on a un projet en cours, on en parlait tout à l'heure, qui va avoir le jour d'ici la fin de l'année. On doit choisir notre partenaire d'ici quelques jours. On va être à l'écoute du web. Et notre vœu pieux, c'est que quand vous parlez de nous, quand vous avez une plainte à nous formuler, on puisse vous identifier pour décider si oui ou non il est opportun d'interagir avec vous. Alors on sait que si vous faites sur Twitter, globalement, vous savez que c'est un petit peu logique. Si vous tweetez en mettant un hashtag ou en mettant le mot bonduel, ben vous attendez un peu à ce qu'on interagisse avec vous. Par contre, si vous êtes sur un blog forum, si vous êtes au féminin sur auféminin.com, est-ce que vous attendriez d'une marque d'interagir avec vous? On ne sait pas encore. Il y a des tests qui sont en cours. J'étais la semaine passée chez un banquier assureur qui commence à faire cette démarche d'aller interagir les gens. Alors, apparemment, on est plutôt sur il y a des moments de vie, il y a des instants. Donc, l'assureur, par exemple, intervient quand vous déménagez. Ils savent que c'est un moment particulier. Vous attendez de l'information, vous attendez de l'aide. Par contre, effectivement, si vous êtes en plein sinistre, ils vont peut-être pas interagir avec vous. Donc là, effectivement, ce sont les premiers pas. On n'a pas beaucoup de recul. C'est toujours la même chose. C'est du bon sens, quoi. C'est le faire avec ses tripes, c'est se mettre à la place du conso. C'est toujours un peu la même chose. On se met à la place de nos clients et on se dit voilà, qu'est-ce qu'il attend de moi? On essaie de deviner. Et après, l'étape suivante, que c'est un petit peu ce que le marketeur attend, la partie business. Aujourd'hui, il y a des premiers tests qui sont en cours où on commence à arriver à faire des liens, notamment dans la mode, entre ce qui se dit sur les social media et l'impact magasin. Donc on arrive à voir, en fonction des mots que vous utilisez, on arrive à établir quelques tendances entre par exemple des thèmes de mode et l'impact direct en magasin. Voilà, donc là, il y a des premiers tests qui sont en cours entre effectivement les solutions qui font de la veille. On connecte ces bases-là, ces verbatim qui sont transformés effectivement en score avec des données caisses. Et apparemment, on arrive à faire quelques liens, en tout cas sur l'univers de la mode. Voilà. Donc effectivement, l'univers de la mode, on est sur un univers où l'influence est quand même forte. Donc si vous avez une belle photo sur Instagram avec une fringue ou des choses comme ça, ou un influenceur qui relaie une offre ou un produit particulier, on sait que sur la mode, l'influence est forte, donc on arrive à avoir un impact immédiat en magasin. Donc effectivement, c'est l'enjeu de demain, quoi. C'est d'écouter ce que les consommateurs disent pour effectivement améliorer la prise en charge, définir leurs besoins, anticiper les sujets naissants. Donc là, on est sur l'écoute de signaux faibles. C'est pour ça que la conviction que j'ai n'allait pas partager partout. Ça serait intéressant de débattre, mais ça se fera probablement l'objet d'un autre sujet. Pour moi, la relation client est vraiment le service qui doit faire le community management. Le community management, c'est un échange avec qui, avec quoi? Avec un consommateur. Et qui, plus qu'un service client, a l'expertise du consommateur, du client. Et si le service consommateur prend en charge par téléphone, par mail, par écrit, pourquoi ne prendrait-il pas en charge la relation client sur les réseaux sociaux?
Voilà. Et surtout que quand on regarde les chiffres, le téléphone reste le même. Moi, j'étais persuadé que le téléphone était mort. Le téléphone n'est pas mort. C'est un canal formidable. C'est plus rapide, c'est efficace. L'expérience est beaucoup plus belle de vive voix. On est sûr, en entendant les intonations, en entendant les blancs, si l'interlocuteur est satisfait ou pas. Et l'écrit, en fait, ce que nous on constate, c'est que avant on avait le courrier. Le volume d'écrit reste le même. Une partie du courrier a été cannibalisée par le mail, et maintenant une partie du mail est cannibalisée par les réseaux sociaux. Et demain, quand on ouvrira sur les social media, effectivement, on aura par contre un volume d'écrit beaucoup plus fort. Donc là, on aura besoin d'avoir des outils bien faits pour récolter, trier et pousser vers un expert de la relation client le flux pour que lui identifie si oui ou non il faut interagir ou pas. Voilà. Je suis pas sûr que le community manager soit, oui, peut-être sur la prise en charge, il va peut-être modérer ce qu'on appelle dire je jette pas, j'escalade pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est expert de la relation client qui doit nous prendre en charge, y compris sur la partie digitale, parce qu'on a beaucoup de consommateurs qui utilisent plusieurs canaux simultanément. Et que quand vous avez un consommateur qui vous laisse un message téléphonique, vous envoie un mail et après vous fait un tweet, le seul endroit où il faut collecter ça et le réunir sur une vue unique 360, donc une vue unique client, c'est bien le CRM de la relation client. Et je pense que les entreprises doivent vraiment réfléchir sur le périmètre de poste de la gestion de la partie digitale. Voilà. On sait souvent que les services digitaux sont des services qui naissent d'équipes market, souvent des marketeurs qui, j'ai encore entendu il y a pas tant longtemps, il y a un marketeur, il y a un an qui me disait « Ah non, mais c'est un super moyen de faire de la pub Facebook ». Je disais « Ah ouais, et donc tu parles de quoi ?»« Ah, je mets plein de photos de mes produits, tu vois, les consommateurs doivent adorer. » Et je lui dis « Mais sur la relation client, la page est éveillée la nuit, le week-end ?» Et il m'a répondu enfin c'était un test, mais je ne sais pas si l'agence veille la nuit, le week-end, je vais demander. Donc le mec a la moitié de mon âge et c'est un expert digital. Donc voilà, le bon sens de la relation client lui aurait dit c'est avant tout un nouveau canal qu'on ouvre à nos clients. C'est plus un canal entrant pour moi qu'un pur canal sortant. Astier, peut-être pour finir sur ce thème. Oui, alors moi je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le rôle des réseaux sociaux d'une part dans la relation client, mais dans la collecte d'informations, puisque là c'était la question. Il y a une étude Gartner qui vient de sortir sur la perspective service client 2020, et dans les 5-6 learnings de l'étude, c'est le rôle central des médias sociaux dans le domaine de la relation client. Et pour nous, il devient très clair depuis quelques années que c'est un canal de relation client, que le marketing va avoir son rôle en termes d'animation, en termes de push d'informations, et ensuite le client, lui, va interagir avec ces informations qui ont été postées, avec la conversation qui a été lancée, et là c'est le service client qui va reprendre la balle au bond et va être capable de traiter ces interactions. Chez Easyware, on travaille sur cette partie réseaux sociaux de façon très intensive depuis plus de 3 ans pour être capable d'apporter au niveau du service client l'ensemble des outils qui vont permettre au community manager, à la personne qui va être désignée pour justement traiter ces flux sociaux, d'avoir une vision de l'ensemble de ce qui est dit. Donc d'abord de ce qui est dit à la marque via effectivement les pages ou les comptes. Donc si vous faites un Bonduel, ça arrive forcément dans la file d'attente des flux sociaux de Bonduel, mais là on a élargi le scope pour être également capable de récupérer des flux qui sont non adressés. Donc là David venait d'en parler. Donc déjà le hashtag, donc quand vous faites un hashtag Bonduel, ça va tomber dans la file des posts qui sont à traiter, à prendre en considération, et on réfléchit également pour le court terme d'être capable d'aller veiller de façon beaucoup plus large, donc quelqu'un qui parlerait de Bonduel sur une page Facebook d'une autre société ou sur un blog par exemple, de récupérer cette information, et puis ensuite
c'est au community manager de savoir si il souhaite y répondre ou bien pas. Mais nous, en tant que, je dirais que solution de service client, c'est d'apporter cette information auprès de la personne en charge de ce flux-là. Alors, la conviction qu'on a, c'est que effectivement, c'est une source d'information formidable pour l'entreprise, les réseaux sociaux. Vous avez la capacité, à partir du moment où quelqu'un s'adresse à vous, de récupérer l'information, la transformer en demande de service client, et là, vous allez récupérer des informations en provenance du réseau social. Alors, pas une mine d'informations, mais un minimum d'informations, son identifiant individuel, personnel, son nom, son prénom, le pays dans lequel, a priori, il s'est déclaré. Et c'est un démarrage de collecte d'informations complémentaires, d'un enrichissement qui permettra que le jour où il reposte quelque chose sur ce réseau social, vous soyez en mesure, vous sachiez dire tiens, c'est telle personne qui s'adresse à nous ou qui parle de nous. Donc on a vraiment pour moi deux choses: un, connecter le service client avec les réseaux sociaux, et deux, le faire de façon le plus intégrée possible pour récupérer, pour là aussi compiler de l'information sur le client, pas juste pour la compiler, mais pour l'identifier, pour qu'il devienne ce client unique dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a un point sur lequel effectivement je voulais abonder. Je vous parlais effectivement d'avoir la partie community management qui est vraiment connectée sur la relation client. Imaginez, vous faites une réclamation client, le community manager répond, on revient vers vous rapidement. Si cette information n'arrive pas dans votre CRM relation client, vous n'avez pas cette info. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la première partie de l'expérience client. Donc pour vous, l'expérience client débute au moment où vous prenez connaissance du dossier dans votre outil de relation client. Sauf que le compteur temps, il a déjà démarré, le conso, il a déjà son compteur temps, lui, il est en route. Donc l'intérêt, effectivement, pour effectivement travailler avec la partie digitale, donc soit via des modules qui communiquent entre eux, soit comme là, directement dans l'outil, c'est que vous avez une vision 360 de l'expérience client, et vos indicateurs internes, notamment le mien, qui est le temps écoulé, prend bien compte de manière complète. C'est l'élément 1. L'élément 2 sont les éléments de langage. Aujourd'hui, toutes les équipes digitales, souvent, elles sont dissociées de la relation client. Il n'y en a pas beaucoup qui font les deux. Et la vraie problématique, c'est la problématique de cohérence. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver sur un même sujet à pas avoir les mêmes éléments de langage entre une réponse qu'on vous fait par téléphone et une réponse qu'on vous fait sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui n'est plus possible. Il y a des gens dans le métier, il y a des influenceurs, mais globalement, tous les consommateurs sont des influenceurs potentiels, qui ont cette capacité à voir les incohérences, à les mettre en évidence. Qu'est-ce qu'il y a de plus discréditant pour une marque de répondre sur un sujet un peu particulier, pire encore quand il est d'actualité, de donner une réponse par écrit via le courrier et de formuler une autre réponse via un réseau Twitter, par exemple. Et c'est le vrai enjeu de demain, c'est l'accès à l'information pour l'ensemble des équipes. C'est pour ça que le plus simple pour moi, c'est de me dire que s'ils sont dans la même organisation, ils ont accès aux mêmes outils, aux mêmes éléments de langage. Et c'est un vrai enjeu. Il y a plein d'entreprises qui se font piéger. Enfin, c'est l'organisation qui les piège, qui n'ont pas les mêmes éléments de langage. Et en plus, quand on est sur les réseaux sociaux, moi, je tiens un jour des chartes de réponse. Il m'arrive de les mettre à jour 2 fois par jour, quoi. Et j'ai pas le temps d'aller faire un mail à tout le monde en disant va voir, il y a une nouvelle réponse, quoi. Donc il faut que les gens puissent accéder à la dernière information la plus à jour et la plus cohérente avec les autres, en tout cas avec la position de l'entreprise. Donc effectivement, l'intérêt de tout avoir dans les même outil, sur EasyWare, on a cette chance, on a accès à différentes aides, soit effectivement des éléments de langage, soit des procédures, quoi. Mais le fait de travailler dans le même outil, vous tapez quelques mots-clés et tout le monde accède aussi bien le community manager que le conseiller clientèle aux mêmes éléments de langage. Et il n'y a rien de plus rassurant pour un client d'avoir toujours la même réponse. Quand vous appelez les opérateurs parfois, en fonction de... Vous ne faites jamais ça. Moi, quand j'appelle un opérateur, si la réponse que la personne me fait me convient pas, je rappelle. Et au bout d'un moment, au bout de 4-5 fois, j'ai une personne qui m'offre une autre prise en charge. Ça vous jamais arrivé. Voilà. Là, on est vraiment dans le cas typique où on a des silos. Alors, ils ont des problématiques qui sont très très complexes parce qu'il y a beaucoup de technologies là-dedans, mais c'est un peu une illustration. Bon, il est 10h55, comme je l'avais prévu
On a abordé de nombreux points, mais globalement, on n'a pas, comment dire, on est loin d'avoir épuisé le sujet. Peut-être avant de vous laisser un petit mot de conclusion à chacun. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pour vous quel est le principal obstacle. S'il y avait un obstacle à lever au sein des organisations pour rapprocher marketing et relations clients, quel serait-il ? Pour ma part, moi, je rebondirais sur l'exemple que prenait David par rapport au community management, qui illustre très bien, je pense, la guerre des chapelles qu'il peut y avoir au sein d'entreprises, entre est-ce que typiquement le community management doit être attaché au marketing ou au service client. Je pense que c'est le client en fait qui a cette réponse, qui est le juge de tout ça. Avant toute chose. Derrière tout cela, on sait très bien qu'il y a des questions de budget, il y a des questions d'investissement et que finalement, si on a le digital dans son périmètre, on a plus de budget. Je pense qu'il faut vraiment pas perdre de vue que, encore une fois, c'est le client qui est juge de tout ça, que le client, il veut pas qu'on lui explique qu'on lui a répondu ça ou ça parce qu'on était organisé de telle ou telle façon. Donc définitivement, je pense qu'il faut arrêter de penser de manière cloisonnée. Ça, c'est le premier point, que les entreprises se disent vraiment soit au service du client, dans une logique client. On le dit tous et ça sonne comme une évidence, comme on le dit, mais dans notre quotidien, combien de fois, je pense, on devrait se dire dans nos actes de réflexion, lorsqu'on réfléchit client, mais finalement, est-ce que là, on est en train de réfléchir par rapport à nos propres problématiques personnelles, par rapport à nos problématiques d'organisation interne, ou est-ce qu'on est bien en train de réfléchir par rapport à ce que le client attend de nous ? Ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arrêter de fonctionner en mode top-down, c'est-à-dire que aujourd'hui, le client, il a accès à nous de façon très simple. Il a fait des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux ce matin, il en a fait une arme fatale, ce qui est, je trouve, pas positif, parce que finalement, les réseaux sociaux, ils sont arrivés pour faire bouger, ils ont fait bouger beaucoup de choses dans la relation client. C'est peut-être dommage qu'on en soit arrivé là. Moi, je trouve que pour les marques dans lesquelles je nous mets, on a à se questionner sur ce sujet-là. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on doit attendre d'avoir un pistolet sur la tempe pour bouger, ou est-ce qu'au contraire, on doit se dire qu'on a envie d'étonner nos clients, on a envie de les enchanter. Voilà. Avant de passer aux questions, simplement un dernier mot de conclusion pour chacun de vous. Le principal obstacle à lever. Je pense que grâce au slide, merci Astier si tu veux bien montrer ce slide qui sort d'une étude qu'on a fait l'année dernière, je pense qu'on reprend un certain nombre de points que tu viens de souligner et le trait d'union entre le marketing et le service client, on a partagé ce matin, c'est la donnée. Alors, il faut se poser la question de quelles données et puis sans doute des systèmes interconnectables, opérables en tout cas, du service client au marketing, parce que typiquement le social c'est un média et un canal, donc bien entendu le client qui se balade entre les deux et en fonction de l'organisation, les équipes peuvent avoir des objectifs différents. Donc je pense que au-delà de ces quelques points que l'on voit, les défis qu'ont relevés les entreprises, c'est bien entendu, je pense, une vision avec un point d'exergue, l'expérience client, une organisation pour venir répondre à cette vision. Et derrière, bien entendu, c'est sans doute des outils qui permettent d'opérer des choses concrètes, parfois assez simples. Encore une fois, le saint graal de l'omnicanal avec toute l'automatisation qui permet de prendre en compte tous les points de contact à l'expérience client optimale, etc., etc. C'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut appréhender étape par étape les sujets, mais tout en pensant que le client est au centre effectivement des objectifs et des opérations qu'on souhaite mener, qu'elles soient marketing ou relationnelles. David ou Astier ? Alors, pourquoi est-ce que ce rapprochement est incontournable selon moi ? Parce que je pense que les entreprises deviennent de plus en plus professionnelles, mais les clients aussi. Et dans leur rôle de client, il y a une étude Viséo qui est sortie fin 2014, qui est encore assez récente, que vous pouvez trouver en téléchargement sur le blog de la relation client, qui dit que de plus en plus le client est en défiance ou en méfiance vis-à-vis des entreprises, et ça illustre bien pour moi cette montée en professionnalisation du client. Et dans ces cas-là, ce que doivent faire les entreprises, c'est d'être également elles plus professionnelles vis-à-vis de leurs clients. Et je pense que ce rapprochement et l'ensemble de ces bonnes pratiques qu'on a essayé de véhiculer en font partie. Après, pour moi, les freins, s'il fallait en donner sur ce rapprochement, on a vu tout à l'heure les organisations, mais avant les organisations, il y a les hommes dans les entreprises. Et alors là, ça va, on a une salle qui est jeune, pas très jeune, mais jeune. Il est bien placé pour le dire, c'est le plus vieux chez EasyWare. C'est que
Je pense que dans les entreprises, le frein le plus important dans ces changements, c'est bien souvent le management, le top management, qu'on a de la difficulté à emmener, qui souvent se situe, alors là ça va, je pense pas vexer trop personne, mais au-delà de la cinquantaine, qui pour qui finalement il découvre le côté digitalisation de l'entreprise maintenant, là où ça fait plus de 10 ans que d'autres l'ont bien vu venir, et qui disent ça y est, on va transformer l'entreprise maintenant, et qui vont se retrouver dans le même décalage, je dirais, par rapport à cette évolution d'un client qui veut être perçu autrement, et qui vont mettre du temps à y venir. Donc pour moi, le principal frein, c'est de réussir à ce que vous soyez tous finalement très, très convaincants, très convaincus de cette tendance, pour pouvoir emmener les directions générales et les managers souvent un peu plus âgés vers cet objectif-là. Voilà pour moi le pourquoi et les risques de frein. David? Moi, je vois pas de frein. Moi, je vois pas de frein. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a une solution à tout. Je pense qu'il faut juste oser. À partir du moment où effectivement votre souci il est bien celui du client, j'imagine pas un décideur, j'imagine pas un patron vous dire en réponse à je souhaite mettre ça au service de nos clients pour leur fidélité, je l'imagine pas dire non, quoi. Enfin voilà, s'il y a quand même un mot magique dans une boîte, il n'y a pas de boîte sans client, quoi. Donc oui, il y a des processus. Donc la data doit être à la fois au service des processus, parce que l'entreprise en a besoin, mais elle doit être aussi, surtout, au service des clients. Donc vraiment, il faut garder cette clé d'entrée client, et il est normal que dans vos organisations, vous rencontriez des gens qui ne comprennent pas, parce que c'est pas leur centre d'intérêt, c'est pas leur objectif, parfois purement personnel, et ça c'est normal. Il faut juste effectivement que vous osiez, et que même si on vous met plein d'obstacles, que vous trouviez des partenaires en interne, en externe, pour... la solution, vous la connaissez, vous l'avez en vous, quoi, pour effectivement trouver des gens qui peuvent vous accompagner. Et je pense que souvent on se dit oui, mais le coût, etc. Le coût, c'est plutôt le temps passé. Et donc si vous êtes malin et agile, vous allez trouver des bonnes solutions pas trop chères qui vont répondre à vos besoins, quoi. Mais de toute manière, on ne pourra pas y couper. Moi, effectivement, on a changé notre CRM relation client maintenant il y a un peu plus d'1 an, tout simplement parce que j'ai dit les réseaux arrivent. Techniquement, on ne peut pas gérer. Si on a une crise qui tombe sur les réseaux sociaux, on ne pourra pas gérer. C'est une catastrophe. On faisait tout à la main. C'est ingérable. Les mails, on faisait à la main. Quand on recevait un mail, on l'imprimait, on le retapait. Non, ça vous fait rire. C'était comme ça. Il y a 2 ans, quand vous envoyez un mail, on l'imprimait, on retapait à la main. La solution n'était pas communicante. Prenez juste une plateforme communicante et faites la chasse aux... Alors quel mot je peux utiliser ? La chasse aux tâches à faible valeur ajoutée. C'est vraiment une bonne clé d'entrée. Quand moi j'ai dit à mes conseillers, on a fait le calcul, on les a chronométrés. Je leur ai dit, est-ce que tu acceptes que je te chronomètre à chaque tâche ? L'estimation du temps gagné est de 25% en supplément toutes les tâches sans valeur ajoutée. La ressaisie, le contrôle, etc. C'est autant de temps, enfin c'est 25%, c'est autant de temps de consacrer en plus au client à lui apporter. Exactement, c'est pas autant de temps en moins en ressources, c'est autant de temps où on va passer plus de temps sur vos dossiers à vous. Chez nous, il n'y a pas de, on a la chance d'avoir des gens dédiés et on n'est pas limité dans le temps. Si on doit passer 45 minutes au téléphone avec vous, on le fera avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques. Des remarques ou des injures à formuler. Peut-être des petites anecdotes de chez Bonduel avec des corps étrangers. C'est le micro pour que je puisse passer celui-ci. Vous avez parlé de la nécessité de ne pas collecter toutes les datas et de faire une sélection des flux. Sur quels critères vous faites cette sélection ? Je vais commencer à répondre. Les critères, en fait, ce sont plutôt les entreprises qui vont les définir. Ce que je disais, c'est qu'en fonction de votre marque, de qui vous êtes, de la nature de vos clients et des objectifs que vous assignez, vous allez pouvoir exploiter
ou pas certains types de données. Nous, quand on vient discuter de la mise en place de notre outil d'exécution de campagne marketing, on vient poser des questions sur quel type de marketing, quelles sont les campagnes, quels sont les objectifs de ces campagnes. Et en fonction de ça, on va se poser la question des données qui vont être utiles. Le trait d'union que je peux faire tout à l'heure, est-ce que dans une entreprise qui souhaite effectivement faire la promotion d'un produit, ils veulent ou pas mettre dans la cible des gens à qui ils vont envoyer le message, ceux qui sont en train d'être en réclamation, ceux qui sont en train de se plaindre auprès des réseaux sociaux. Donc il y a, je pense, en fonction des objectifs business, de la nature de la société, de sa façon dont elle souhaite piloter sa relation et son expérience client, elle va dire oui je veux ou non je ne veux pas. Je m'en fiche, je souhaite absolument, j'ai des objectifs de vente qui sont astronomiques, donc je souhaite envoyer à tout le monde, même à ceux qui sont entre guillemets en train de se plaindre de ma marque ou de mon service. Donc quel type de données, c'est effectivement pourquoi faire, et là la variable elle est aussi grande qu'il y a de nombre d'entreprises et potentiellement de typologie de clients derrière. C'est une longue réponse, mais c'est celle que j'ai en tête. Alors, c'est toujours la première question qu'on nous pose, et il y a plus d'une personne sur deux qui ne savent pas répondre. C'est quoi l'objectif? Malheureusement, parfois, on les connaît pas bien. Donc, on a le droit, vous avez l'autorisation de faire dans l'autre sens. Allez voir ce qui se passe ailleurs et déterminer vos objectifs en copiant. Moi, je dis souvent que la copie est la plus belle des flatteries. Donc, voilà, faites un peu de réseau. Allez voir ce qui se passe chez d'autres marques. Allez voir quels sont les experts de la data et des outils de relation client, et puis aller récupérer les objectifs qui vous semblent qui vous semblent adaptés, quoi. C'est comme quand on veut faire de la décoration, quoi. Je connais pas de gens où on leur donne une pièce blanche en disant allez, qu'est-ce que tu veux en termes de déco? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans les magasins, on va aller voir dans les magazines pour s'inspirer en disant moi je me verrais bien dans cette déco là. Faites la même chose, vous avez le droit là. Vous le présenterez d'une manière un peu plus carrée, mais voilà, n'hésitez pas. Enfin, moi je trouve que notamment quand on a travaillé sur le CRM, sur la data, je suis allé voir beaucoup ce qui se passe ailleurs. Il faut aller voir sur les salons, il faut aller voir d'autres marques pour récupérer des bonnes idées et un peu d'inspiration. On a le droit. Bonjour. On a beaucoup parlé de relations clients, de couplage avec les outils de collecte de données. Pour qu'un client le reste, il passe commande. Quelles sont selon vous la meilleure des façons pour faire remonter les données collectées au sein d'un outil de prise de commande, que ce soit un outil de prise de commande vente à distance ou bien tout simplement sur un point de vente physique du type retailer? Merci. Alors, nous, ce qu'on a pu constater au travers d'un certain nombre de clients, là, le screenshot que j'ai montré tout à l'heure, c'est effectivement représentatif de ce que certains clients ont fait chez nous, des interfaces avec le back-office, le site web, donc du Magento, où on va juste, finalement, donc c'est lui qui va être maître sur la donnée client, l'ID client unique, va nous transmettre dès qu'un client s'inscrit cette information-là, puis ensuite, donc on va avoir une information à ce titre-là assez complète, et ensuite quand il va passer une commande, là aussi c'est le site qui va au fur et à mesure de la validation du panier nous envoyer l'information. On a juste un numéro de commande, une date, un libellé et un montant, et donc c'est relativement léger. Pour éviter de passer trop d'informations, de stocker et de doublonner l'information. Par contre, derrière, on a les URL qui vont permettre de redescendre sur le back-office. En fait, on croit beaucoup plus à de l'interrogation, à du système croisé que réellement du stockage. Donc, pour nous, on a un cockpit avec beaucoup de liens vers l'extérieur pour aller rechercher la bonne information. Donc le site marchand va nous remonter de l'information. On peut récupérer également les commandes en provenance des systèmes de caisse et on va juste stocker l'information minimum pour pouvoir ensuite aller refouiller via une interrogation spécifique au travers des différents systèmes. Je ne sais pas si c'était exactement la question. Oui, la question c'est aussi de donner des informations aux vendeurs, aux téléopérateurs, que cet agent de vente ait des informations concernant le client, si le client s'est identifié, s'est déclaré, pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui
pour lui apporter un conseil, je dirais un vrai conseil personnalisé? Alors en fait, il y a deux axes. Il va y avoir donc l'information, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée de pouvoir avoir une sorte de petit profil client qui s'est inscrit sur la fiche client pour cerner déjà qui il est. Si c'est un bon acheteur, un acheteur récurrent, il y a suffisamment, il y a des commandes, il y a beaucoup de commandes, ou bien si c'est son premier achat, ça va déjà une petite idée du profil. Donc avoir un petit cartouche avec un panorama. Ensuite, la possibilité donc d'approfondir au travers ce que je disais d'interrogation sur son réellement sur son historique d'achat. Puis après, il y a également la possibilité de s'interconnecter avec des données des systèmes data mining dans lesquels on va récupérer de la segmentation, un petit peu mosaïque, mais aussi d'autres avec des best offers en fonction sur la fiche client. On peut très bien afficher à un moment donné, voilà a priori donc le profil du client, mais ça le conseiller il s'en fout un peu. Par contre, on peut lui donner des objectifs d'upsell, de cross-sell, et à ce moment-là, très bien cliquer et il va voir s'afficher quel est l'upsell conseillé par rapport à ce profil client. Nous on s'inscrit plus effectivement dans une plateforme de connaissances qui va donner la bonne information au bon moment au niveau du conseiller, et le système de best offer sont des choses sur lesquelles on travaille actuellement. D'accord, merci. Ouais, ce qui est un peu compliqué, c'est que notamment en point de vente, c'est que c'est un des canaux où les consommateurs flèchent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc effectivement, l'indicateur il dépend en fait de l'expérience qu'on doit vivre avec le client. Si c'est un premier achat ou si c'est un client qui vient se plaindre pour un produit, effectivement le conseiller a pas besoin de la même information. Et donc en fait l'idéal serait qu'on puisse flécher. Alors sur le canal téléphonique c'est assez simple, parce qu'on va demander aux gens vous appelez pour une réclamation, tapez 1, voilà. Donc ça nous permet de coder et d'ailleurs de pouvoir adapter à la fois le questionnement et les indicateurs. La particularité du point de vente, c'est qu'on l'a pas là. Vous avez quelques points de vente où c'est assez fléché. Vous avez des bornes pour la réclamation, des bornes pour le premier achat. Voilà, où la personne. C'est pour ça que vous avez maintenant de plus en plus de pré-accueil. On fait beaucoup ça en téléphonie, où en fait on flèche. C'est juste qu'on va vous envoyer sur la bonne personne qui aura accès aux bons indicateurs. Donc, ce qui est un peu compliqué dans cette question, c'est que l'indicateur dépend de ce qu'on fait, voilà, de ce que veut le client et ce que souhaite faire l'entreprise. Donc effectivement, si c'est pour faire une vente complémentaire ou l'amener vers un palier de fidélité, on va avoir besoin de son ancienneté, du nombre moyen d'achat, du panier moyen. Mais voilà. Donc on doit avoir des systèmes où on doit coder avec 3 variables pour pouvoir accéder à un environnement qui n'est pas le même et pousser les bonnes variables. Et il y a un autre point, on n'en parle jamais, c'est laisser le temps au conseiller, au vendeur, de prendre ces informations en compte. Souvent on dit, je veux un truc hyper rapide, je veux 3 pictos, mais sauf que si on restreint, si on rétrécit tellement l'information, elle a plus de saveur. Et donc voilà, quand vous prenez un call, dans l'idéal, quand le client attend, il faut que dans le temps d'attente, il y ait un temps de prise en compte. C'est comme si vous allez voir le médecin et il vous dit vous avez mal à la gorge, c'est ça, là c'est une grippe, etc. Il a pas regardé votre dossier, c'est pas votre antécédent, enfin, voilà. C'est un peu la même chose. On a appelé des médecins. Il faut qu'on prenne en compte le consommateur, qu'on comprenne quel est son profil, ce qu'il a déjà fait avant avec la marque. Et ça, on n'a pas toujours le temps. On est dans une ère d'instantanéité, donc il faut cacher un peu ce temps-là. Il faut que le client attende un peu. On lui met une bonne musique d'attente, on lui offre un café. Voilà, chez le coiffeur, on vous offre un café, comme ça vous laisse le temps de feuilleter le catalogue, parce qu'après on gagne du temps, parce qu'on sait quel coup vous avez besoin, et si vous venez faire une couleur, la coiffeuse a le temps d'aller dans votre fiche et savoir que c'est le coloris 362, quoi. Et là, elle a dit, comme d'habitude, je vous mets le coloris aubergine, et là, on dit, mais sauf qu'elle a pris juste 5 minutes pendant que vous prenez votre café pour aller se renseigner sur vous. Donc il faut se donner du temps pour que nos conseillers comprennent qui est en face d'eux. Pas d'autres questions a priori. J'ai envie de me prêter à l'exercice, on ne l'a jamais fait, on ne le fait jamais dans les événements. J'aimerais on vient d'intégrer nous le NPS là, dans Easy CRM pour finalement être capable de capter la satisfaction de nos clients. Et j'aimerais simplement que ceux qui sont satisfaits
de ce petit déjeuner lève la main, parce que finalement, on se préoccupe assez peu souvent, je trouve, lorsqu'on organise. Enfin, moi, tous les petits déjeuners auxquels je participe, on raconte beaucoup de choses. On passe, nous, pas mal de temps à préparer, puis finalement, on prend jamais le temps de se dire, mais finalement, est-ce qu'on était dans le sujet? Est-ce qu'on a créé de la valeur, ou est-ce qu'au contraire, on a raconté beaucoup de banalités? Donc, si vous pouviez simplement avoir la franchise, en levant la main, de nous dire si, est-ce que vous avez été satisfait de ce petit déjeuner ou pas? Donc, ceux qui ont été satisfaits, je vous demanderai de lever la main. Ça, c'était la bonne Alors, c'était question. ma question suivante. C'était ma question suivante, c'est que non, si vous avez été enchanté, je vous demanderai de vous mettre debout. Et donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin. C'est un sujet qui moi c'est ce que je dis toujours au quotidien à nos équipes chez EasyWare. On est avant tout, on est éditeur de solutions technologiques. Mais ces solutions technologiques, elles sont rien sans une stratégie. Et cette stratégie, elle dépend de vous, très souvent. C'est-à-dire que nous, au quotidien, notre motivation, c'est pas simplement de faire un bel outil, c'est de faire en sorte que les clients de nos clients, donc en l'occurrence vos clients, soient satisfaits. C'est l'objectif que l'on se fixe au quotidien dans tout ce que l'on fait. J'espère qu'on le fait bien. En tout cas, on travaille quotidiennement à le faire de toujours de mieux en mieux, et donc à pouvoir vous accompagner sur ces sujets. David, merci pour ta participation, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Il a toujours plein d'anecdotes, David, il pourrait vous en rencontrer des milliers, là, surtout les corps étrangers, tous ces sujets. Chez Bonduel, ils envoient des vertes et des pas mûres, et donc c'est toujours très intéressant d'avoir tout ça, et au-delà de ça, ton expertise dans l'univers de la relation client est précieuse pour nous. Benoît, merci aussi à toi et à ta participation, et puis Astier de même. Voilà. Merci à tous, et puis belle journée, et à bientôt.